Bonsoir Céline. Bonsoir Pascal. Écoute, je suis vraiment honnêtement très heureux de te rencontrer à travers cet échange parce qu'on a déjà eu l'occasion effectivement de se voir il y a quelques semaines à l'occasion de la dédicace en fait d'un livre intitulé Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture. Tu as contribué à cet ouvrage et ça s'intitulait justement la trahison des progressistes, donc on aura l'occasion d'y revenir. Et puis ensuite, en fait, le temps passant, c'est vrai que je me suis dit, tiens, en fait, Céline a des choses à dire et j'aimerais bien la rencontrer de manière un peu plus, j'ai envie de dire, terre à terre et plus en proximité. Et donc, je me souviens que je t'ai en fait envoyé un petit SMS en te disant, voilà, bonjour Céline, j'ai l'idée de faire en vidéo des portraits de femmes, histoire de faire entendre d'où elles parlent, loin des clichés binaires qui polarisent et exacerbent. Tu serais d'accord que je t'interviewe. Et donc, tu m'as dit, en fait, pas de problème pour moi. Ce qui m'a un petit peu, je dirais, étonné parce que, voilà, je m'y attendais pas. Et tu me disais aussi, ce serait l'occasion de revisiter son parcours, ce que l'on fait rarement finalement. Et donc, l'idée était de fait, de revoir un tout petit peu ton, ton parcours. En sachant, et puis je te laisserai la parole évidemment, Céline, mais en sachant que tu es née en 1970, que tu es une femme politique, chroniqueuse et essayiste française. En 2016, tu as écrit Silence coupable, où précisément tu parles des compromissions des élus vis-à-vis de l'islamisme. Donc c'est une question pour toi qui n'est pas effectivement, je dirais, récente, mais au contraire récurrente, et on y reviendra. En 2020, sous la direction de Zora Habitant, euh, tu as écrit, entre autres, avec d'autres, Je suis Mila, je suis Charlie, nous sommes la République. C'est une question aussi qui est récurrente, je dirais, qui n'est pas neuve et qui malheureusement reste d'actualité. 50 personnalités, en fait, se sont exprimées sur la laïcité et la liberté d'expression. Et puis en 2021, tu as sorti ce livre, Ces biens essentiels, qui sont bien au-delà, évidemment, des biens primaires. Et donc, en fait, Céline, j'avais envie aujourd'hui, non pas tellement de retracer tout ton parcours politique, mais en fait, de savoir d'où tu parles, en fait, comme femme aujourd'hui. Tu as 50 ans plus ou moins, Oh donc bah 50 ans non, 50 ans. Ça y est. 50 ans, voilà. Donc tu as déjà une tranche de vie derrière toi, ce qui veut dire aussi que tu as une histoire et que du coup j'avais envie de t'interroger pour savoir justement d'où tu parlais. Euh, et donc, bah oui, dis-nous un petit peu d'où tu parles, Céline, c'est-à-dire peut-être dans un premier temps, quelle était ton histoire depuis l'enfance, d'où tu viens? Alors, je trouve ça très intéressant, en fait, le fait d'aborder la question comme ça, parce qu'en France, on est très cérébral. Donc, on a toujours envie d'expliquer que notre pensée est pure et en fait, elle s'enracine absolument pas dans l'être. Et moi, j'ai eu très longtemps tendance à le penser. Tout les choses me semblaient, devoir venir de l'extérieur et dès qu'une émotion ou dès que quelque chose me paraissait trop tripal, il fallait que je le rejette. Hmm. Et ça a été très compliqué, de commencer à admettre qu'en fait, quelque chose qu'on pensait vraiment était quelque chose qui passait de l'esprit à la chair. C'est quelque chose que l'on mâche et que l'on digère, qui parfois vient du ventre, même si, quand ça passe du ventre à la bouche, c'est trop violent. Il faut toujours, faire passer le ventre par le filtre de la tête, mais la tête manque d'énergie, le ventre en a trop. En alliant les 2, on finit par avoir quelque chose qui se tient. Mais il m'a fallu très longtemps, et une conversation avec un ami qui un jour me dit, «Quelle est ta définition de l'immortalité?» Et je lui ai dit: «C'est quelqu'un qui n'apprend pas». Il me dit: «Comment ça?» Je lui ai dit: «Bah, tu regardes dans la littérature, tous les grands immortels, sont toujours des gens désespérés et qui t'expliquent qu'en Hmm. fait, le problème de l'immortalité, c'est qu'on ne fait rien de son expérience.
expérience. Et je lui dis: «En fait, l'immortel ne peut rien faire de son expérience parce que le mortel, lui, sait que l'expérience réelle, c'est le moment où, ce que tu as vécu s'est transformé en chair, en douleur, en blessure, en élan, peu importe, mais en tout cas est devenu, s'est fait chair. Et l'immortel, comme il a accès, à l'immensité, à toute l'étendue, de l'éternité, ne peut rien faire chair parce que en fait, ce qui fait chair en nous, c'est ce qui vieillit en nous. Ce qui grandit puis vieillit en nous et quand on n'a pas la possibilité de vieillir, on ne peut rien intégrer dans sa chair Mmh. et c'est des choses que j'ai longtemps repoussées. Pourquoi? Parce que, j'avais peur de me laisser déborder par l'émotion. Finalement, mon histoire, pour être l'histoire d'énormément de femmes, elle va commencer pour moi dans le rapport avec mes grands-mères. Mes grands-mères étaient des femmes, intelligentes, cérébrales, dans un monde qui les vouait, à s'occuper de leurs maris et de leurs enfants. Ce qu'elles ont fait et ce qu'elles ont fait avec énormément d'amour, pour leurs enfants comme pour leurs maris. Donc je ne parle pas de femmes qui ont été, battues. Je parle de femmes qui ont été littéralement empêchées et qui l'ont compris, qui l'ont senti, qui en ont toujours souffert, mais qui ont choisi d'accepter la vie telle qu'elle était, à l'époque. Ma grand-mère paternelle, par exemple, est quelqu'un qui, comme, Camus venait d'une famille très, très pauvre et elle a eu son monsieur Germain. Elle a été repérée à l'école. Il y a un instituteur qui allait voir mon arrière-grand-mère en lui disant, «Mais cette gamine-là, elle a tout ce qu'il faut pour aller loin» et cetera et pour ma grand-mère, c'était rêver au-dessus de sa condition et ça ne méritait qu'une seule chose, c'est qu'on vous recadre et qu'on vous réexplique ce qu'était la vie et du coup, ma grand-mère a été placée comme ce qu'on appelait les petites bonnes à l'époque, Mmh. dans une famille bourgeoise qui ne l'a pas, forcément maltraitée. Mais simplement, alors qu'elle commençait juste à lever les yeux et à se dire: «Je pourrais être autre chose qu'une fille de ferme quelque part», on lui a dit: «Toi, maintenant tu rebaisses les yeux, tu as voulu monter trop haut, je te ferai descendre encore plus bas». Et cette violence, elle l'a intégrée et en fait, il se trouve qu'elle n'a eu qu'un fils unique, mais ce qui montrait que ça avait été une douleur profonde, c'est que quand moi j'étais petite, ma grand-mère me répétait en boucle, «Fais des études, aie un métier, gagne ta vie, sois indépendante». Je disais: «C'est quoi être indépendante?» Et chez ma grand-mère, c'est: «Tu pourras envoyer chier tous les hommes que tu voudras». Il y avait presque un côté: «Ne te marie pas». Et c'était pas n'aie pas un mari, c'est pas n'aie pas des enfants, c'est pas ne sois pas heureuse dans une vie, sexuelle et dans une vie de femme. C'est ne te laisse pas mettre le grappin dessus et ne laisse jamais, quelqu'un te dire que tu es une subalterne, que tu es une complémentaire, que voilà, vis ta vie. Et si tu trouves un homme suffisamment fort pour être capable de te laisser vivre ta vie en restant à tes côtés, mais aucun problème, tu vois? Sois heureuse, on n'est pas non plus des animaux solitaires. C'était pas une injonction, anti-mâle, mais c'était un appel à la femme en me disant: «Deviens avec avant tout ce que tu as envie d'être, en tout cas ou donne-toi les moyens, de pouvoir prendre ta vie en main et la reprendre en main quand tu voudras». Après tout, on a le droit de la laisser de temps en temps, de laisser les rênes flotter, mais il faut Mmh. qu'ils soient là quand même. Ouais. Et mon autre grand-mère, c'était pareil, peut-être, de façon moins intellectuelle, mais c'était le même état d'esprit, c'était: «Bats-toi, sois une femme libre» et en fait, les 2 me disaient: «Toi, la liberté, elle est là. Tu vois, tu n'as qu'à te servir, prends-la». C'est tellement beau, c'est tellement important, c'est tellement, tellement désirable. Nous, on en a tellement manqué et c'était pas de l'aigreur, c'était, puisque nous, ça n'a pas été possible, puisque pour toi, c'est possible, tu peux pas louper ça. Ouais. Et voilà, c'était, extrêmement fort. Je pense qu'après, inconsciemment, vous avez l'impression que vous vivez plusieurs vies. Enfin, vous savez, vous portez la vie désirée, la vie non vécue de plein de gens et au bout d'un moment, vous vous en faites la part parce que porter sur son dos des choses qui ne sont pas à soi, ça peut aussi écraser et mes grands-mères et elles ont élevé enfin, mon père et ma mère ont été élevés comme ça au point que je me souviens toujours de ce que m'ont dit mes parents, c'était: «Dans la vie, on a un temps de vie pour faire ce qu'on a à faire». Si quelqu'un sur son lit de mort ou te dit: «Bah, voilà, je voudrais que tu sois ci ou que tu sois ça», écoute-le, dis-lui: «Oui, il va mourir, voilà, mais en revanche, ne te sens engagé à rien».
c'est à toi de déterminer ce que doit être ton chemin de vie et tu n'as pas à porter la tâche que d'autres n'ont pas achevée, chacun son chemin de vie. Après, si tu choisis, de t'en faire l'héritière, ça, c'est un autre problème, c'est un choix. Mais en tout cas, ne te laisse pas écraser par ça. Donc il y avait un mélange de transmission très, très forte, d'idéal de liberté très, très fort et d'idéal d'indépendance encore plus fort. Et surtout derrière, il y avait le côté, il faut que chaque femme fasse sa part parce que, toi, tu bénéficies d'une fenêtre de liberté, mais dans l'histoire, ces fenêtres de liberté pour les femmes, elles ont toujours été, temporellement, finalement, assez courtes. Et donc il y avait aussi, chez mes grands-mères, l'idée de dire: «Les hommes ont conquis, leur liberté, assez vite et l'ont exercée pendant très longtemps. Mais peut-être parce qu'ils ont jamais cédé et donc il y avait chez elle un côté, si tu es femme, on va te demander de céder pour l'intérêt des enfants, pour l'intérêt ne cède rien. N'abandonne pas tes mômes, sois une bonne mère et il y avait un côté, on peut tout faire à partir du moment où on accepte qu'on n'est pas à 100 de ses possibilités tout le temps et que, la part d'erreur, voilà, il faut l'accepter aussi. Mmh. Donc il y avait un côté, libératoire, mais il y avait aussi, quelque part, à travers la voix de mes grands-mères, je pense que j'entendais peut-être, la voix de toutes les femmes empêchées et Dieu sait qu'il y en a eu et Dieu sait surtout que souvent ce cri n'a même pas été, enregistré. Mmh. Mais dans la voix de mes grands-mères, je crois que j'entendais un écho qui était, un écho bien plus infini. C'est ça. Et et du coup, ça va expliquer aussi, et donc dans cette histoire-là, moi, à l'époque, je suis toute jeune, et je vais me heurter à la question de la liberté des femmes, d'abord gamine à l'école et ça va être sur des histoires. Moi, j'ai 50 ans, donc en fait, j'ai, 15 ans, en 85. Je vis, finalement mes années, de jeunesse, ce sera les années 85-95 et c'était des moments où, les choses s'arrangeaient énormément, mais où on avait encore des problématiques de mariage forcé, notamment et surtout en 89, on va avoir l'affaire de Creil Ouais. et moi, d'abord à ce moment-là, parce que je suis dans un très gros lycée, il y a des milliers de personnes, c'est un truc de 1 600, donc vous avez toujours à un moment donné une histoire de la gamine qui part au bled et qui revient pas et qui a 16 ans et tout d'un coup, ça fait irruption une réalité, que vous n'avez jamais envisagée. Moi, j'étais une bonne petite, blanche élevée dans des milieux où tout le monde se ressemblait. Ces réalités-là, elles m'apparaissaient même pas de mon environnement et pourtant tout d'un coup, parce que dans le lycée, on est tous rassemblés, parce qu'on est tous, copains, bah, on apprend que c'est pas quelqu'un avec qui j'étais très liée au demeurant, mais voilà et tout d'un coup, je me dis donc, en fait, il y a pas de garantie. Parce que pour moi, j'étais consciente que dans d'autres pays, il y avait des choses difficiles, mais pour moi, en France, on était, garantis, estampillés sauvés. Et là, tout d'un coup, je me rends compte que non. Donc la 1re chose, c'est que ça me terrorise. Et je me Mmh. souviens d'être rentrée, et d'avoir dit à ma mère: «Vous, j'ai confiance, mais personne peut me forcer», et donc mes parents qui comprenaient rien, qui me disent: «Bah non, attends, toute l'histoire de notre pays, on s'est justement battu pour des choses comme ça. Qu'est-ce que tu me racontes?» Donc ça me rassure un petit peu. Et puis arrive l'affaire de Creil et pour moi, l'affaire de Creil, c'est pas une affaire. C'est bah, bien sûr que, ce voile, n'est pas un vêtement, c'est pas un simple foulard parce qu'un vêtement, un short, je le mets, je l'enlève, je le change pour un jean, je mets une jupe et cetera. Essayer donc de porter le foulard un jour, de l'enlever le lendemain, de le remettre 3 jours après, je pense que vous allez vite comprendre la différence entre un signe et un vêtement. Donc c'est un signe et ce signe, il a une signification très claire qui est, l'inégalité de la femme. La femme est inférieure à l'homme, mais aussi son impureté fondamentale. Si elle est inférieure, c'est qu'elle est impure aussi. Il Mmh. faut aller jusqu'au bout quand même de la conception. Et donc là, je me dis: «Bon, bah, là, franchement, c'est énorme». Moi, on m'a appris que, toute notre sociabilité, que toute notre société politique est fondée sur l'égalité au-delà du sexe, au-delà de la couleur de peau, au-delà du statut social, au-delà des pratiques religieuses, sexuelles, que sais-je et j'y crois, mais j'y crois. C'est que c'est pas une représentation, c'est pas une théorie, c'est de l'ordre de la foi. Je crois profondément que tous les hommes sont égaux et que les femmes, bien sûr, et tout d'un coup, je me rends compte qu'en fait, pas du tout. C'est-à-dire que moi, j'arrive en disant: «Pouah, cette histoire, c'est bon, bah, oui, vu la signification du voile, le couperet va tomber tout de suite» et non.
la société, tout d'un coup, pour moi, je dis comment je le vis, pour moi, la société estime que remettre en cause l'égalité des femmes, c'est possible, c'est acceptable, qu'elle ne sait pas réagir et elle ne dit pas, «Mais enfin, c'est la base de notre contrat social, donc non, le voile, c'est non». Et je m'attendais tellement, pour moi, la réaction était tellement évidente que voir l'embarras, le refus d'agir, il faudra voir que, le problème se pose en 89, que la loi, elle date de 2004. Donc pendant, toutes ces années, il y a des moments de flottement très forts et là, je suis très mal, c'est mon parti. C'est l'homme pour qui, je vais d'ailleurs voter en 97, enfin, non pas, en 2001 avec ce qui va se passer, 2002 pardon. Bon bref, c'est quand même, un parti, un homme que je respecte et cetera et cet homme en plus donc qu'on dit austère, qu'on dit, attaché aux valeurs, bah, laisse faire. Et met ça entre les pattes des responsables d'établissements qui n'arrivent pas du tout à gérer, ça prend des proportions. On se rend compte très vite que déjà dès 89, ce sont, des militants islamistes qui sont derrière ces 2 jeunes filles. On va pas le savoir tout de suite, mais on va le savoir assez vite et surtout, moi je me souviens du moment où la loi 2004 est débattue. Au départ, on nous dit, parce que je suis au parti socialiste, on nous dit: Tout ça, c'est des conneries, on va autoriser le voile». Et en fait, ce qui se passe, c'est que les auditions à l'Assemblée nationale sont tellement dramatiques, c'est-à-dire que là, à l'époque, il y a pas de tabou, on ne se fait pas traiter de raciste si on dit les choses. Toutes les auditions, Mmh. font prendre conscience qu'en fait, il y a un vrai problème, que le ver est dans le fruit et que si on autorise le voile à l'école, c'est mort et c'est fini. Et dans un dernier sursaut un petit peu de courage, la représentation nationale va voter la loi de 2004 et va être très claire là-dessus. Mais moi, la chose qui m'a marquée, c'est pas ce retournement de dernière minute, c'est la foi absolue que j'ai que le problème ne se pose même pas et le fait qu'il va falloir, 5 ans pour le résoudre, et qu'en plus, en se faisant se déchirer toute la classe politique. Mmh. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais c'est vrai que Céline, en fait, quand je t'entends évidemment, je vois aussi un petit peu ton parcours depuis ton enfance, et on y reviendra parce que j'aimerais bien effectivement interroger ton enfance, d'où tu viens. Mais quand je vois un petit peu la femme que tu es au travers aussi de ce que tu as écrit, je vois qu'en 2016, tu as écrit Silence coupable, c'est-à-dire effectivement que tu pointes évidemment les compromissions des élus vis-à-vis justement de l'islamisme. Et puis tu écris en 2020 notamment sous la direction de Zorabitan avec d'autres personnes. Je suis Mila, je suis Charlie, nous sommes la République. Donc 50 personnalités qui euh, s'expriment sur la laïcité et la liberté d'expression. Donc je me dis là effectivement que c'est un message extrêmement fort. Et puis en 2021, tu écris un livre qui s'intitule Ces biens essentiels qui sont au-delà des biens primaires. Donc j'ai l'impression que dans ton parcours, en fait, il y a quelque chose d'extrêmement cohérent, même si évidemment, sur les réseaux sociaux, tu es souvent pris à partie. Et je pense que là, c'est extrêmement compliqué aussi de savoir quelque part d'où tu parles vraiment pour qu'on puisse voir un petit peu, je dirais, la logique, le fil d'Ariane. Mais quelque part, j'ai l'impression que tu es une femme qui te cherche et qui du coup, en fait, cherche à être fidèle à elle-même à travers son enfance, à travers éventuellement cette inégalité femme-homme qui était vécue très 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 jeune et que tu cherches effectivement à comprendre, à disséquer pour faire en sorte que toutes les femmes, pour le coup, soient libérées d'un joug patriarcal, notamment quand tu participes à Je suis Mila, je suis Charlie, nous sommes la République. C'est vrai que je trouve ça évidemment un livre absolument quelque part fondateur, qui était préfacé par Zineb, et qui dit notamment ceci: par ce livre, nous disons à Mila et à tous ceux qui pensent comme elle, qui ne sont pas seuls, que leur liberté est notre sacerdoce. Mais c'est peut-être d'abord, évidemment, avant tout, la liberté des femmes dans un monde patriarcal. Oui, en fait, ce monde patriarcal, je l'ai connu, les 3 quarts de ma famille sont, d'origine espagnole.
Certains sont passés par l'Algérie parce qu'en fait, c'était des gens, très pauvres et l'Algérie permettait, d'avoir des saisons, c'est souvent des gens qui se louaient comme manœuvriers et en fait, en faisant des allers-retours de l'autre côté de la Méditerranée, ça étendait un peu les saisons, et puis petit à petit, du coup, une partie s'est installée en Algérie, mais c'était des petites gens. Ils vivaient d'ailleurs, alors, après c'est des ouï-dire sur une partie de ma famille. Ils vivaient dans les quartiers pauvres et ils me disaient en fait, il y avait, les quartiers étaient divisés à peu près en 3. Il y avait les Espagnols pauvres, les Juifs et les musulmans et ils vivaient en fait, ensemble et par exemple ma mère me disait, enfant, il y avait aucune barrière Mmh. et puis quand les filles atteignaient 12 ans, c'était terminé, chaque fille était claquemurée, dans sa communauté parce que la fille ne se mariait qu'à l'intérieur de sa communauté et ça, c'était, les garçons, ils pouvaient, continuer à se voir, faire des trucs ensemble et cetera, mais on ne se mariait que dans sa communauté et c'était extrêmement, strict au point que je me souviens, jeune d'avoir eu, un petit ami, une fois j'avais eu un petit ami juif, une autre fois un petit ami musulman et ma mère m'avait dit: «Tu es bien consciente qu'aucun des 2 ne t'épousera?» J'avais 21 ou 22 ans, donc j'avais regardé ma mère en me disant: «Bah, je préfère parce que sinon j'ai pas fini de courir tellement ils vont me flanquer une trouille énorme». J'étais une gamine. Mais en fait, ce qui ressortait dans cette histoire, c'était pas que ma mère les appréciait tellement qu'elle voulait qu'ils me marient ou que son obsession était de me marier, mais c'était que dans sa tête, elle voulait me prévenir en me disant: «Tu sais, les barrières, communautaires sont très compliquées à faire tomber». Ce qui n'est pas entièrement faux, mais sauf que là, vraiment, ça j'étais pas du tout dans ce trip-là, mais pour dire à quel point c'était, ancré. Mmh. Voilà, et c'était pas, c'est pas bien. C'était, moi je peux le comprendre, je trouve que c'est des conneries, mais c'est des trucs, qui sont, tellement forts que l'individu peut pas les renverser. Ou alors s'il les renverse, ça lui coûte un tel prix que parfois, bah, c'est tout son avenir qui va remettre en cause. Pourquoi je passe par ce biais qui me permet de vous expliquer deux trois choses sur moi? C'est que en fait, cette logique-là, c'est une logique de l'autre côté de la Méditerranée. Les Espagnols, quand vous les regardez fonctionner, ouais, bah, ils pourraient être arabes, hein, des fois, sincèrement et quand on voit ma famille moi, je suis pas très représentative, y compris physiquement. Ils sont bien plus typés, c'est-à-dire c'est des bruns, au teint mat, et je me souviens que quand une fois on a voyagé tous ensemble avec les cousins de ma mère et cetera, on est allés en Tunisie et en fait, la moitié de ma famille passe pour des Tunisiens. Alors c'est marrant parce que en fait, ceux qui ont vécu un peu au Maghreb ont plutôt vécu en Algérie. Mais ils doivent avoir des gueules de Tunisiens puisque tout le monde leur demande s'ils sont tunisiens. Moi, je fais pas je pour moi, c'est pas évident, mais force est de constater en tout cas que ça se passe comme ça. Bref, toujours est-il qu'il y avait aussi un côté assez, patriarcal dans les relations familiales, sauf que c'était un patriarcat, qui disparaissait. Donc c'était pas un truc, dynamique, plein de force et de vigueur. C'était, j'allais dire, on en sentait, un certain nombre de traces, notamment, par exemple, dans le fait que un truc tout bête, ma grand-mère, quand elle servait à table, le meilleur morceau était toujours pour le frère aîné. Mmh. Le mari venait en second. C'est très intéressant parce qu'en fait, cette question-là est vraiment très liée à une mentalité patriarcale. Le fait que le frère aîné, soit premier, en fait, et et mmh et du coup, quelque part, j'ai pu avoir de temps en temps des liens avec le patriarcat, mais parce que je l'avais vu en œuvre, dans une partie de ma famille qui est plutôt du côté de ma mère, même si c'était un patriarcat très light, qui avait été déjà remis en cause. C'était un mélange de patriarcat et de famille nucléaire, ce qui fait qu'à la fin, les gens prenaient ce qu'il peut y avoir d'agréable dans le côté bande et malgré tout, comme ils vivaient seuls, à des kilomètres les uns des autres, à la fin, ils faisaient bien ce qu'ils voulaient les 3 quarts du temps. Donc c'était une façon de doser assez essentielle. Mais je me souviens toujours de ma mère me disant, «On était parents, mais le jour où on est adulte, de toute façon, on ne gênerait pas pour te dire ce qu'on pense ou pour juger ou parce que l'être humain est ainsi. Mais toi, ne te gêne pas pour n'en tenir aucun compte si tu penses que c'est franchement à côté de la plaque». Ça a l'air de rien, mais c'est hyper, Ouais, bah, oui, et en effectivement. revanche, quand je me suis retrouvée, moi j'étais très à l'aise, dans les quartiers, avec
les gens qui venaient d'Algérie, du Maroc ou de la Tunisie, parce que cette sociabilité très large qui fait que quand vous faites un couscous, vous en faites pour 10, même si vous êtes que 4. Ma famille fonctionne exactement pareil. Il y a un côté, chez nous, si on frappe à la porte, on vous ouvre la porte et si vous avez besoin Mmh. de dormir, on mettra un matelas par terre et si on est Mmh. 10 et qu'on fait la fête et que les gens ne sont pas en état de repartir, bah, c'est pas grave, on dormira par terre, peu importe, mais il y a un côté, voilà, l'humain avant tout, et cette chaleur humaine, elle est géniale. Mais je connais aussi l'autre versant qui est, qui est une forme, il y a des ogres dans ces familles et ces ogres, si vous n'êtes pas assez fort pour leur résister, si vous leur résistez, que vous allez au conflit, ils vous respecteront, ils vous laisseront leur part de liberté. Si vous n'êtes pas taillé pour la résistance, vous vous ferez bouffer. Et moi, j'ai toujours trouvé que non, chacun devait avoir, on avait le droit d'être faible, d'avoir plus de temps pour se construire et pour se renforcer, que si on se fait bouffer tout de suite, ben, on ne peut jamais se renforcer, on ne peut jamais acquérir cette autonomie. Et le sentiment que j'ai eu très vite, c'était que le patriarcat était un véritable outil à massacrer les femmes autant que les hommes. On voit très bien ce que ça fait sur les femmes. Il y a effectivement le fait quand on vous refuse, en fait, les femmes sont d'éternels mineurs. Quand on vous refuse, la responsabilité, vous ne pouvez accéder ni à la liberté ni à l'égalité. Donc c'est très intelligent de faire de vous des mineurs. Mais paradoxalement, ça a des conséquences sociales terribles. C'est que ce sont les femmes qui élèvent les enfants et que vous ne pouvez pas grandir en étant élevé par quelqu'un qui n'est pas adulte. Mmh. Quelqu'un qui n'est pas adulte ne peut pas vous donner les outils de l'autonomie, les outils de l'indépendance. Il ne peut pas vous apprendre à penser librement, puisque pour avoir consenti à cette situation subalterne, il faut qu'il ait arrêté de penser par lui-même et qu'il ait accepté toutes les raisons qui faisaient qu'on le met dans une case et qu'il n'en bouge pas. Donc la femme rabaissée, la femme minorée, la femme empêchée, heu c'est pas qu'elle peut pas être une bonne mère dans un sens affectif. Au contraire, l'affectif, elle en donne beaucoup. Mais elle ne peut pas aider à construire un être autonome. Et pour peu que le père soit absent, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner, sur les enfants et c'est ce qu'on vit énormément dans les quartiers, par exemple. La deuxième chose, c'est que la femme n'est pas seulement une victime, c'est aussi le gardien du temple. C'est-à-dire que le seul rôle qu'on lui donne, dans lequel elle peut avoir de pouvoir, c'est soit dans la sexualité, d'où le fait que la femme est impure puisqu'elle n'a son pouvoir que par la séduction, que par la beauté. Et sinon, la deuxième chose qui peut, éventuellement lui faire avoir du pouvoir, c'est d'être une mère. Mmh. C'est-à-dire d'être en fait, c'est quand vous prenez, par exemple, les reines de France, c'est à peu près la même chose. Vous êtes un outil d'alliance pour le pays qui vous cède à un autre homme, mais après vous n'êtes vraiment intéressante et vous n'avez du pouvoir que si vous arrivez à procréer un héritier mâle. Sinon, vous êtes la 5e roue de la charrette. Donc voilà, le seul moyen d'avoir du pouvoir, il est là-dedans ou alors d'avoir du pouvoir sur les filles en les empêchant et en les astreignant à la même condition inférieure, que vous. Et c'est pour ça que très souvent, par exemple, dans les femmes où il y a dans les pays où il y a des polices de la vertu, les femmes sont exceptionnelles en police de la vertu. Les femmes sont des gardiennes du temple géniales, parce que c'est la seule chose qui leur permet en fait d'accéder à une part de pouvoir, donc elles y tiennent. Mais derrière, les femmes sont aussi très fortes pour opprimer les autres femmes. Et moi, ce que j'ai vécu, notamment dans les quartiers parfois, c'est que les hommes n'ont pas souvent à frapper les filles. Les femmes leurs femmes s'en chargent pour eux. Et donc je raconte une histoire qui m'est arrivée, qui m'a énormément, choquée pour des tas de raisons, mais parce qu'aussi j'ai mis une jeune fille dans une situation impossible en voulant l'aider. Une jeune fille qui a 16 ans, qui est très amoureuse de son petit ami et sa mère n'accepte absolument pas que cette jeune fille ait une relation avec un blanc. Il est et puis surtout, au-delà du fait qu'il soit blanc, le deuxième problème, c'est qu'elle est dans une mentalité où on n'embrasse pas avant le mariage, on ne couche pas avant le mariage, on n'a pas de petits. En fait, ce qu'elle veut pas, c'est que sa fille vive comme une jeune fille française, de 16 ans. Librement. Mmh. C'est ça. Et comme, essayer donc d'empêcher une fille d'être amoureuse et qui est au lycée et donc, bah, ouais, elle avait son petit copain et puis depuis, et la mère folle de rage, voyant qu'elle n'y arrive pas, finit par forcer la fille, tord le bras de la fille, l'amène au commissariat et la force à dénoncer son petit ami comme coupable de viol. Et la gamine finit par s'enfuir de chez elle, vient se réfugier chez moi
en larmes en me disant: «Mais ce que j'ai fait est affreux, je peux absolument pas passer ça». Et donc je lui ai dit: «Écoute, tu ne peux pas, c'est un faux témoignage, c'est une accusation gratuite, tu peux pas, tu peux pas commencer ta vie, comme ça». Donc je lui ai dit: «Non, il faut retourner, voir les policiers, il faut leur dire la vérité». Et donc je l'amène, et quand le policier me dit: «Est-ce que vous pouvez, venir avec elle?» Et je lui dis: «Je viens avec elle au commissariat, je reste avec elle au commissariat, mais vous l'interrogez seule parce que cette jeune fille et personne n'écoute jamais sa parole, il y a toujours quelqu'un pour parler à sa place». Je lui dis: «Je voudrais pas être la énième, qui à nouveau parle à sa place». Donc la jeune fille va témoigner, va expliquer ce qui se passe, ce qui pose un problème puisqu'il y a quand même eu une plainte pour viol, mais bon, qui a été déposée malgré tout. Et et à la fin, la gamine, du coup, vu la situation, est envoyée dans un foyer. Sauf que la gosse, elle va tenir quoi? Elle a 16 ans, elle va tenir une semaine et demie. Ces foyers sont des lieux, souvent violents dans lesquels vous avez des enfants qui ne vont pas bien et qui souvent, quand on va pas bien, on est rarement un ange, on a plutôt tendance à essayer de passer sa frustration sur les autres, qui souffrent parfois d'un manque d'encadrement. C'est-à-dire, ce sont des gosses, enfin, ou des gens très jeunes. Ils ont besoin peut-être d'être cadrés, peut-être d'être, sanctionnés quand ils font des bêtises ou mais pas tous, et ils ont surtout Mmh. besoin d'être accompagnés. Or là, ils se retrouvent seuls, abandonnés, en rupture avec la famille, en rupture avec toute une tradition qu'on leur a implantée dans la tête. Qu'est-ce qu'elle a fait cette jeune fille? Elle est retournée chez elle, et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas envie de s'en sortir, ça ne veut pas dire qu'elle est foutue, ça ne veut pas dire que c'est une traîtresse, ça veut juste dire qu'à 16 ans, on ne peut pas accumuler autant de ruptures. Finalement, ce que inconsciemment je lui demandais, c'était, de Mmh. rompre avec sa famille, enfin, à la limite, rompre avec sa culture, ça lui posait pas trop de problèmes, ça, elle en avait très envie. La religion, c'était pas vraiment son truc, en tout cas pas comme ça. Mais en revanche, parce que, ces gens qui l'avaient opprimée, cette mère qui l'avait forcée à aller dénoncer son petit ami, n'étaient pas que ça. Elle peut-être qu'elle avait un côté ogresse, elle avait mais, une ogresse peut aimer énormément. Les gens peuvent vous empêcher à force d'affection, et ils le font pas forcément Mmh. méchamment. L'affection qui étouffe, comment, ne pas étouffer un enfant? Comment le libérer? C'est pas si simple, voilà ce que je veux dire. Mais en Oui. tout cas, cette gamine, que j'essayais d'aider avec toute ma naïveté, s'est trouvée dans une situation impossible qui l'a amenée à retourner chez sa mère, et l'avantage, c'est que la mère était allée tellement loin dans la folie qu'il y avait un suivi psy qui avait été, et peut-être que ça a servi à libérer de toute la situation. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant qu'elle se réfugie chez moi, toute la famille la convoque, et et ce sont des insultes et des coups qui pleuvent sur la jeune fille, et c'est pas forcément les hommes qui frappent, Mmh. c'est souvent les femmes, et que celle qui va lui tordre le bras pour l'amener à dénoncer son petit ami, c'est la mère, et que quand le père va venir me voir à un moment donné pour me dire: «Mais qu'est-ce qu'on fait quand la gamine est placée?» Et on a une discussion, et à un moment donné, à cet homme qui me dit, qui est très, très mal, parce qu'il et à un moment donné, à cet homme, je vais dire: «Mais en fait, à la fin, ta fille,» il dit: «Tu comprends, en fait, ma femme veut pas que ma fille soit une pute». Je lui dis: «Bah, comme moi?» J'ai dit: «Non, parce que si tu veux parler de femmes qui ont couché, avant le mariage, et tu vois, tu me connais quand même depuis 10 ans, tu vois bien que je suis pas mariée. Donc à la limite, techniquement parlant, je suis Mmh. une pute». Donc je lui ai dit: «Et ça te fait quoi de parler là avec une pute, de rentrer chez une pute?» Et en fait, le mec est très mal parce qu'il m'apprécie énormément Mmh. pour des tas de raisons. Je lui avais trouvé du travail et cetera. Mais j'étais folle de rage à ce moment-là. Et je vois quelqu'un qui se décompose et qui tout d'un coup me dit: «Mais vous savez Céline, si j'avais le choix pour ma fille, je préférerais qu'elle soit comme vous que comme ma femme». Mmh. Mais il me dit: «Mais si je fais ça, pour le quartier, c'est une fille des caves». Mmh. Fille des caves? Et il me dit: «Ben, une fille à tournante». J'avais pas pour fille des caves, j'avais moi j'étais Ouais, partie ouais, sur des ouais, un petit cavernes en peu. fait. Je et je me rends compte qu'en fait,
tous ces gens-là se débattent aussi dans un monde qui n'est pas le mien, qui est bien plus violent, qui est bien plus dur, dans lequel il y a bien plus d'injonctions, sociales que je ne le crois. Mmh. Et cet homme, ce que cet homme me dit et ce qui est énorme pour lui, c'est il me dit quand je lui fais cette crise et il dit: «Mais en fait», il me dit: «Je considère pas comme une pute, je sais pas pourquoi». En plus, ce mot le gêne, mais à la fin, lui, ce qu'il voudrait, c'est que ses enfants s'élèvent dans l'échelle sociale. Il a un désir d'ascension sociale et il comprend qu'en fait, pour sa fille, si elle veut grimper dans l'échelle sociale, il faut qu'elle ressemble à une Française Bah, et oui. pas, à une Algérienne des quartiers. En Donc fait, Céline, il y a une sorte un petit peu de décalage évidemment sur le plan civilisationnel, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme le Frédéric Ramadan évidemment qui considérait les femmes comme des putes qui étaient bonnes comme une pièce d'aller de main en main en fait, c'est ça, hein, c'est un petit peu la même mentalité. C'est c'est évidemment symptomatique, mais c'est révélateur. Mais en fait, on est tous évidemment, je dirais quelque part, à l'origine dépendants d'une culture, d'un groupe, d'une famille, d'une société, d'une religion. Qu'est-ce qui fait finalement, Céline, que toi, à un moment donné, tu transcendes tout ça pour quelque part essayer de tendre vers l'universel et du coup de donner un message qui ne soit plus dépendant d'une culture, d'une religion, d'une famille, mais qui puisse éventuellement parler à tout le monde. Parce que là, on sent bien quelque part que derrière ce que tu essayes de dire, vers lequel tu essayes de tendre, il y a, il y a, il y a un sacré travail, quoi. Il y a un sacré chemin qui, qui part effectivement de la particularité pour essayer de tendre justement vers quelque chose d'universel. C'est ce qu'on appelle le féminisme, l'universalité, le désir de faire en sorte que toute femme, quelle que soit sa culture, sa religion, soit libre. Et ça, c'est pas une question de race, c'est pas une question de blancheur de peau, de noirceur. C'est quelque chose que je pense qu'on ressent au plus profond de soi, mais ça nécessite un tel travail que on se dit comment y parvenir finalement. alors, je dirais que peut-être que, pour nous, c'est plus simple. C'est-à-dire que la civilisation occidentale, va se bâtir sur une réflexion universaliste. C'est-à-dire que les questions que vont se poser les philosophes, c'est d'ailleurs très intéressant, par exemple, quand Kant se pose la question de la morale, il va se dire: «Mais, comment je fais pour trouver une forme de pensée qui soit valable en tout temps et en tout lieu?» Ce qui est quand même une interrogation, originale. Personne ne enfin, il le formule d'une façon extrêmement claire. Je Ah dis pas que oui. personne ne s'est posé cette question-là parce que c'est pour le coup là, c'est faux, mais lui, il va le formuler d'une manière tellement claire qu'on va comprendre que c'est une partie de l'essence de la philosophie. Que cette interrogation sur qu'est-ce qui peut être valable en tout temps, et en tout lieu. Et c'est ça quelque part la quête d'universel. Après une fois qu'on a dit ça, faut le définir et là ça commence à devenir très compliqué. Mais Ouais. en tout cas la quête est là et la quête, elle est au départ dans, la façon dont on va dont l'Occident, veut essayer de réfléchir son rapport à la loi. Et il veut ce rapport universel à la loi parce qu'il veut que de l'intelligence humaine, on dégage une loi qui puisse s'appliquer à tous, mais qui reste hétéronome. Autrement dit, qui n'est pas, qui est hors de notre champ, même si c'est nous qui l'avons créée, ensuite elle s'impose à nous tous. Et quelle que soit notre opinion personnelle, on peut tout à fait, penser ce qu'on veut, de la loi ou de l'esprit de la loi. Il n'en reste pas moins que, on ne peut pas dire, de par ma personnalité, de par ma croyance, je me soustrais, au lot commun et je me soustrais, à la maison commune et à la loi commune. Ça, on ne peut pas le faire. C'est quelque chose qui s'impose à nous. Or, on voit quand même très, très bien que dans plein d'autres systèmes, la question, c'est pas l'universel. La question, c'est se définir nous en tant que groupe et ensuite exclure tous les autres, et à ce moment-là, si vous vous définissez par la race ou par la couleur de peau, bah, ça devient très, très facile, d'exclure Mmh. les autres. Simplement à ce moment-là, il faut refuser le mélange. D'où la logique très communautariste, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vouliez sur des critères externes ou d'apparence,
ou alors des critères, parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que le religieux aujourd'hui et l'ethnique sont très, très liés. Derrière les mises en avant religieuses, vous avez aussi des logiques, ethniques et tribales qui sont, extrêmement fortes. Nous, on s'est quand même construit dès le départ dans l'idée que, une loi, on devait essayer de faire en sorte, on en est loin maintenant, mais qu'il y en ait peu parce que justement, finalement, ce qui était universel, ne pouvait pas être trop étendu non plus, donc il fallait définir un certain nombre de concepts. Mais pour autant, y compris, l'universalité est une foi. C'est-à-dire que, à un moment donné, aussi intelligent que vous soyez, aussi honnête, vous êtes obligé d'admettre que, si pour vous l'égalité, entre les hommes à raison de la dignité humaine est fondamentale, tout le réel vous montre que, la nature, et l'être humain n'en a rien à faire de l'égalité. La seule chose qu'il veut savoir, c'est qui est le plus fort. Mmh. Donc déjà, rien que le fait d'avoir introduit cette notion d'égalité est, est Mmh. intéressante dans ce qu'elle dit de l'homme et de sa capacité à aller chercher du lien finalement. Mais rien n'est, plus contraire que ce qu'on voit, devant nos yeux. Donc le problème, c'est que pour accéder à l'universalité, il faut aussi un certain degré d'abstraction et d'éducation. Et toutes les sociétés n'offrent pas à leurs membres, la possibilité de bénéficier d'une éducation et d'arriver à un certain degré, d'abstraction. Nous, pour exercer notre citoyenneté, on est obligé d'arriver à ce degré d'abstraction pour comprendre quel est en fait le système de croyances, qui fait qu'on arrive à être en démocratie, qu'on arrive à ne se lier que par la loi. Parce qu'en fait, le plus simple dans la vie, c'est la relation suzerain-vassal. Celle-là, elle est claire. Regardez comme, dès que l'on essaie d'établir des principes dans un petit groupe entre nous, l'affectif va revenir très, très vite et très rapidement, alors qu'on s'est cassé les bonbons à établir des principes, on va commencer à plutôt s'interpeller sur le thème: «Mais quand tu m'as dit ça, tu m'as blessé», et on va avoir beaucoup de mal à faire autre chose que passer notre temps à demander aux autres de la loyauté. Mmh. Mais une loyauté qu'on voudrait envers nous, Mmh. individus, et pas une loyauté due au fait qu'on s'est liés par des termes objectifs. Tout cela est très compliqué et en plus, en Occident, c'est très souvent construit en disant: «Non, non, nous, ce qu'on pense, c'est de la théorie. Attention, c'est pas de la croyance». C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'un système politique a toujours une part de croyance et même nous, toi, moi, quand on va parler d'universalisme, quand on va parler du règne de la loi ou de l'hétéronomie de la loi, et cetera, on va déjà être dans un système de croyance et ce qui nous le prouve, l'écrit ne ment rarement. Et par exemple, c'est les constitutions et je lisais la dernière fois la constitution américaine et elle est très drôle puisqu'à un moment donné, elle dit: «Il est donc évident que telles choses sont universelles». Et bon, alors Mmh. c'est des choses auxquelles je souscris parfaitement, hein, l'égalité, la liberté, mais le même terme, «il est évident», de par nature, il est évident, déjà c'est à mourir de rire parce que non, de par nature, il est évident rien du tout. Oui, c'est ça. En revanche, vous affirmez, en fait, en préambule de cette constatation, un système de foi qui est pour nous, ces choses-là sont essentielles. Ce qu'on fait d'ailleurs de façon plus subtile, parce que ça fait plus longtemps qu'on écrit des lois en France, mais quelque part, j'allais dire, les préambules des constitutions, en fait, ils racontent un système de croyances. Mmh. C'est pour ça d'ailleurs que parfois, ils offrent des droits qu'on a appelés, ce qui ne sont pas des droits créants, c'est-à-dire que ce ne sont pas des droits qu'on peut exercer en disant: «Il est écrit dans la constitution que, donc puisque mon salaire est moindre que mon collègue, mâle, vous allez aller tout de suite en prison, vous allez tout de suite revaloriser». Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ouais. Pourtant l'égalité, elle est bien inscrite. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que, parfois, à trop vouloir se dégager, du fait que dans tout système humain, il y a une part de croyance, on en arrive à se prendre les pieds dans notre propre tapis et à force de vouloir justifier qu'on est objectif alors qu'on ne l'est pas, on finit par déclarer que tout est relatif pour pouvoir s'en sortir. Sauf que là aussi, c'est faux. C'est-à-dire que, personne ne pense que tout est relatif. Tout le monde pense qu'il y a des choses bonnes et qu'il y a des choses mauvaises. Tout le monde pense qu'il existe le bien et le mal.
justement, au-delà de ce qui est bon pour moi ou de ce qui est mauvais pour moi, Mmh. il existe un bien et un mal, quelque part universel. Je ne peux pas le définir, de façon extrêmement explicite, mais au plus profond de moi, je le sais et ça structure beaucoup de nos relations et donc c'est, parfois comme on refuse de défendre notre système en assumant sa part de croyance, mais en disant on pense que l'égalité est bonne parce que quand on l'a, installée, on a vu que c'était le seul moyen pour faire fonctionner la démocratie et on a quand même suffisamment de recul historique pour remarquer que finalement ce qu'on vit aujourd'hui, ça a été des moments où l'homme s'est libéré de beaucoup de problèmes, où il a acquis, si sa vie s'est allongée, c'est parce que ses conditions de vie sont meilleures et qu'il a pu vraiment exprimer des parts de créativité. Il peut exprimer aujourd'hui énormément de choses. Hem alors après, c'est dur parce que du coup, on est un peu responsable de nos frustrations, mais je pense que dans l'histoire de l'humanité, on a vécu un beau moment. Là, on voit les nuages qui arrivent, mais pendant un temps, après 45, il y a eu quand même un petit peu de souffle. Mmh. Ça a l'air d'être en train de retomber et par exemple, non, tout n'est pas relatif. Regardez, par exemple, la différence entre l'Occident et les pays du Maghreb, la condition de la femme, que vous soyez en France, en Allemagne, en Espagne ou alors en Italie, en Tunisie, mais et puis bon, peut y avoir largement pire si vous allez après vers l'Iran, l'Arabie Saoudite et cetera. Mais vous voyez bien que que si on est une femme, il sera bien plus intéressant de vivre, en Occident que de vivre n'importe où ailleurs. Et donc que, cette foi et ces croyances produisent des effets dans le réel. Bien entendu, c'est pas parfait. Autrement dit, oui, nous affichons l'égalité femmes-hommes et oui, par exemple, en matière salariale, il y a encore pas mal de choses à discuter. Mais il serait absurde parce que l'idéal n'est pas entièrement retranscrit dans le réel, de dire cet idéal ne vaut rien et cette réalité ne vaut rien. Parce que Mmh. les endroits où l'idéal d'égalité ne vaut rien, la réalité pour les femmes est hyper violente. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que, assumons notre part de foi en notre système, mais assumons aussi, sincèrement la part, de supériorité de systèmes qui permettent aux individus, d'essayer en tout cas d'exprimer ce qu'ils sont, plutôt, que d'avoir un nous extrêmement étouffant et qui en plus, en termes de société, ne donne pas forcément des sociétés très dynamiques. Mmh. Autrement dit, c'était Emmanuel Todd qui expliquait qu'au-delà des questions de religion, les questions de systèmes familiaux pesaient énormément et qui faisait la différence et qui se pose la question en disant: «Mais tiens, pourquoi, le Maghreb, à un moment donné, en termes de civilisation, est très avancé, la Chine aussi? Pourquoi ces systèmes ne vont rien donner?» Alors que, quand on regarde l'Occident au moment où le Maghreb explose, où la Chine explose, on peut se dire, «Les pauvres gars, ils vont jamais s'en sortir» et en fait, lui, son analyse une partie de son analyse, c'est de dire c'est lié à la famille mononucléaire. C'est-à-dire, c'est lié au fait que, les enfants quittent les parents, fondent leur propre foyer, n'ont pas de surplomb, sont obligés de se débrouiller, sont dynamiques, créent leur propre système de référence. C'est une société qui a beaucoup plus de liberté, qui a beaucoup plus de créativité. Le problème de la société, patriarcale, c'est que c'est une société qui castre. Elle castre les femmes et elle castre les hommes. C'est une société où la plupart des gens sont des inférieurs. Seul le patriarche est au sommet de la lignée et les seuls qui peuvent être égaux entre eux sont les patriarches. Tout le reste, c'est du tout venant, ça monte le système, si je puis dire. Donc dans un système pareil, tous les hommes sont castrés. Le seul homme entier, c'est celui qui est en haut de la pyramide. Mais en même temps, c'est un système qui assigne les hommes à une hypervirilité et à une hypervirilité de comportement, de combat, si je puis dire. Mais comment est-ce que vous pouvez être dans l'hypervirilité de combat alors que dès que le patriarche, ouvre la bouche ou, vous êtes obligé de vous écraser? Sinon, voilà, il va falloir qu'il vous mate parce qu'il ne peut pas se permettre d'avoir de la rivalité. Donc, que reste-t-il à l'homme pour exprimer sa virilité, sa supériorité? Il ne lui reste plus que la femme. Et donc, de Mmh. façon presque mathématique, il va exercer son pouvoir de cette manière-là parce que c'est la seule manière de ne pas se rendre compte qu'il est castré.
alors que dans le fond, ils s'en doutent quand même un peu. Et dans un système pareil, comment voulez-vous que la femme puisse se libérer? C'est absolument impossible puisque elle devient en fait le vecteur par lequel le système pyramidal masculin va pouvoir, continuer et se proroger. Parce que si l'homme ne peut pas soumettre la femme, bah, à un moment donné, il va regarder vers le haut et il va faire décaler, le verrou. C'est tout à fait logique donc et à ce moment-là, vous arrêtez d'être dans la haine. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas haïr des gens qui sont prisonniers de systèmes, très souvent millénaires qui les écrasent, qui les étouffent, mais vous pouvez quand même déplorer le fait que, ces individus payent si cher pour à Bah la oui, fin avoir des sociétés en plus dysfonctionnelles. oui. C'est-à-dire que quand vous regardez par exemple un pays comme l'Algérie, c'est un pays d'une immense richesse, que ce soit dans son sol, que ce soit, dans sa capacité agricole, que ce soit dans sa jeunesse. Il a l'or de la jeunesse aussi. Il n'y a pas que l'or du sol, il n'y a pas que l'or des cultures, il n'y a pas que l'or du soleil. Il y a cette immense jeunesse qui est de l'or aussi en barre et il n'en fait rien. Et c'est même des populations qui migrent énormément alors que sincèrement, normalement, à la limite, l'Algérie devrait regarder la France en rigolant. Parce qu'ils ont aujourd'hui, ils ont tous les moyens et tous les leviers et c'est une organisation, sociale et qui ne fonctionne pas. Donc c'est dommage parce qu'à la fois vous écrasez des individus pour à la fin ne pas créer des sociétés très désirables, ni des environnements dont on tire tout le potentiel. Voilà, je trouve ça très triste en Bah fait. oui, mais bon, Céline, en même temps, évidemment, c'est vrai que la liberté ne se joue que là, effectivement, où on est capable à un moment donné de prendre soin de soi et de quitter le groupe, quel qu'il soit. Et quelque part, du coup, qu'est-ce qui fait que toi, parce que bon, il y a d'autres femmes, évidemment, qui ne voient pas où est le problème, notamment du voilement des femmes, qu'est-ce qui fait que toi, à un moment donné, tu as cette conviction que l'émancipation de la femme, c'est quelque chose d'extrêmement important et que ça passe effectivement par une libération du patriarcat. Enfin, qu'est-ce qui, quelque part, dans ce que tu es intrinsèquement depuis ton enfance, qu'est-ce qui a été extrêmement prégnant, douloureux éventuellement, qui t'a éprouvé et qui, à un moment donné, malgré tout, tu, euh, tu as la force de quitter ce monde qui a pu à un moment donné t'enfermer, qui fait que toi, tu as cette voix qui t'est si singulière, si particulière par rapport à d'autres femmes qui n'ont pas du tout la même conception que toi de la liberté. On entend souvent le voile, ma liberté, le voile, c'est un chemin spirituel. Qu'est-ce qui fait que toi, finalement, tu prends un tel chemin différent que moi personnellement évidemment, je comprends pour avoir aussi réfléchi sur la question de ce qu'est la soumission, la liberté, le conditionnement, euh, le formatage, mais qu'est-ce qui en toi quelque part a été suffisamment, je dirais, prégnant pour engendrer une révolution intérieure? Bah, en fait, je suis pas sûre d'avoir accompli une révolution. C'est-à-dire que je pense que c'est le contraire, en fait, c'est le fait de n'avoir, pas souffert moi. Autrement dit, moi, ce que j'ai vu autour de moi, c'est des gens qui ont, pris sur eux, pour me libérer. Autrement dit, à la limite, mes grands-mères, femmes empêchées, auraient pu garder une telle rancœur, qu'elles se seraient mis à diffuser une image de la femme volontairement, très soumise sur le thème: «Ce que je n'ai pas obtenu, pourquoi est-ce que tu l'obtiendrais toi?» Ça a Hmm. été exactement le contraire. J'ai eu un père et une mère, qui m'ont vraiment élevée et notamment, parce que ma mère est une femme, donc la question se posait moins. Mais vraiment, mon père m'a transmis et au-delà des mots, une conviction pure, j'allais dire brute, énorme, comme un bloc, comme une pierre, un truc, vous savez, on peut pas l'entamer, on peut pas. L'idée que l'égalité, c'était la base de tout et qu'à partir Hmm. du moment où on était incapable de considérer quelqu'un comme un égal, pour lui, c'est de la faiblesse. Voilà. Pour lui, les gens vraiment forts, sont ceux qui acceptent de ne pas tout savoir, d'être faibles et qui acceptent d'avoir des égaux.
Voilà. Et lui, il me disait: «La personne qui veut toujours être en haut, en haut, en haut, en haut, elle a un problème». Il me dit: «En fait, il y a rien de mieux que se regarder, droit dans les yeux». Et donc il m'a toujours dit, par exemple, inspirer le respect, c'est être capable d'égalité. Ceux qui pensent qu'on inspire le respect par la peur, ce sont des prédateurs, ils n'ont aucun intérêt. Et ça, c'était ancré parce que pour lui, c'était tribal. Je pense qu'en fait, ma famille m'a transmis des choses, par le verbe, mais ceux qui m'ont transmis, ils y croyaient profondément. Vous savez, c'est des choses presque inentamables. Et il y a à la fois le verbe qui vous permet de les approcher, de les décortiquer, parce que ce qu'on vous transmet, vous avez aussi de temps en temps besoin de l'analyser pour savoir si vous le voulez vraiment ou pas. Parce Mmh. que ça arrive comme je veux dire, comme une flèche, c'est-à-dire vous la prenez, point. Et puis après, on voit ce que ça donne. Et je crois que m'avoir donné à la fois autant de conviction, aussi peu de douleur à les défendre, parce que euh, je reviens à l'histoire de ma jeune fille. Moi, je les ai emmerdés, mes parents, mais il faut voir, parce que j'avais besoin de me colter à l'autorité, parce que j'avais besoin de tout remettre en cause, et Dieu sait que ça n'a pas dû être simple. Mais à chaque fois, ils ont laissé le petit machin furieux venir cogner, venir, parce qu'en fait, ils Ah ouais. étaient suffisamment sûrs d'eux pour se dire, bah, de toute façon, oui, ce jeune animal, pour prendre sa liberté, il va falloir qu'il morde, il va falloir qu'il griffe, et c'est normal. Oui, on a essayé de lui donner tous les atouts pour qu'il fasse différemment, mais en fait, c'est comme ça que ça se passe, Mmh. et c'est pas grave. Et donc, j'ai bénéficié en fait d'une immense liberté et de l'acceptation de mes erreurs. En fait, Mmh. j'allais dire, de l'inconditionnalité de l'amour, qui Mmh. fait que je savais que plus ou moins, voilà, mes erreurs, je dis pas que mes parents m'ont pas dit de temps en temps comment je me comportais. C'est-à-dire que je n'échappais jamais à ma vérité, mais j'étais toujours aimée, même dans l'erreur. Oui, c'est important, c'est sûr. Ça vous donne une force Une incroyable. confiance en soi, ouais, Voilà. Et quand vous aimez les gens, ouais. heu et que vous voyez, enfin moi, c'est des exemples de femmes dont je voyais les qualités, les immenses qualités. Je me souviens d'une jeune femme à Cergy qui était plutôt dans la mouvance des frères musulmans, qui était très voilée, mais qui était une femme qui avait vraiment quelque chose en elle. Et en fait, elle était en quête de sa forme de vérité, et elle avait trouvé cette forme de secte, mais sa quête, en fait, était plus profonde, était plus Mmh. intense. Et cette femme, elle avait vraiment quelque chose, et pourtant Dieu sait qu'on avait pris des voies différentes. Dieu sait que c'était compliqué pour nous de nous parler, mais quelque part en nous, on s'était reconnus et reniflés. Et cette femme dont j'aime beaucoup, elle avait 3 enfants, son aîné Elias, c'était un copain de mon fils. Hem, Cette femme, c'est quelqu'un de bien. Elle a des choses à apporter, et je sens, au-delà du choix qu'elle a fait, sur lequel je suis pas en accord, tout comme elle est probablement pas en accord avec le discours que je tiens sur le voile. Et ben, Mmh. pourtant, elle très voilée, moi pas du tout. Elle militante, moi également. Et ben, il y a eu ce lien. Et cette femme, je l'apprécie énormément, et elle aussi d'ailleurs, à l'époque, alors qu'on était en pleine contradiction, en s'appréciant l'une l'autre, on était toutes les 2 en pleine contradiction. Mmh. Et voilà, la vie est bien plus riche que nos théories, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que très souvent, on attend de la force. On pense que quelqu'un va être fort parce qu'il va avoir surmonté beaucoup d'obstacles et beaucoup de violences. Et c'est vrai qu'il en faut de la force. Mais le plus facile pour être fort, c'est quand on vous nourrit, quand on vous construit, quand on vous aime, et quand on vous met en face de la vie Ah oui, avec énormément d'outils. ouais. Et contrairement à ce que les gens croient, non, la force, ça s'acquiert pas par une rafale de baffe. Les 3/4 du temps, ça vous tue et ça vous épuise. Et c'est ça qui est normal. Il y a peut-être quelques personnes qui arrivent à s'en sortir malgré tout, mais très souvent, parce qu'ils auront eu aussi une ou 2 rencontres. Hem Voilà, on a souvent l'idée que pour être vraiment fort, il faut surmonter des trucs atroces. C'est pas vrai. Très souvent, pour être vraiment fort, il faut avoir été aimé, Idéalement, ouais, humanisé et éduqué, et qu'on nous ait aidés à ouais. grandir. Ça veut dire, Céline, que toi, en fait, tu tires ta force d'une enfance plutôt pacifiante, pacifiée, avec des parents aimants, Oui, oui, parce que et avec des grands-parents aimants, et pour qui, en fait, l'amour, c'était une libération.
aimer, c'était dire, va, à un moment donné, va découvrir le monde, ta place ici, elle sera toujours là, mais peut-être qu'en fait, l'endroit où tu dois t'installer, c'est pas là. C'est ça. Mais Vas-y. Mais si tu veux revenir, là, il y a un coin au chaud pour toi. c'est ça. Et lorsque vous savez qu'il y a un coin au chaud pour vous, bah, ça rend très fort et mais on donc, est allé sous la pluie. voilà. Mais donc, du coup, tu n'as pas eu besoin, je dirais, de t'extraire d'un milieu familial compliqué pour vivre ta vie et penser ce que tu penses aujourd'hui. Tu as au contraire éventuellement pu t'imprégner de ce qui t'a été donné enfant pour justement devenir ce que tu es comme femme aujourd'hui. Oui et puis la deuxième chose, c'est que, pour mes parents, il y avait pas de milieu, il y avait pas de barrière. Eux-mêmes, en fait, ils avaient pris l'ascenseur social des années 50, donc en fait, ils n'appartenaient pas à une classe. Vous savez, Mhm. on était des gens en transit. Ça vous permet de vous lier à plein de monde et en plus, moi, j'ai toujours vécu dans des villes minières. Mon père travaillait pour la sécurité sociale minière, donc c'était aussi des espaces très particuliers, les mines, mais c'est aussi, à un moment donné, vous savez, par les mines sont arrivés, des Italiens, des Polonais et puis ensuite les Turcs, et puis d'autres, donc en fait, très, très rapidement, moi, j'ai grandi dans des milieux où il y avait, plein de monde différents, voilà en fait, c'est quand je me suis rendu compte c'est ce que je vous disais, pour moi, en fait, ce que j'avais, je croyais que tout le monde l'avait Ouais. et puis quand on est fille, on parle beaucoup. On a un mode d'échange qui est pas forcément celui des garçons. Donc assez rapidement, vous connaissez beaucoup plus de choses sur la famille, sur les relations, et moi, en fait, je tombais de l'armoire à chaque fois. Je ne comprenais pas les liens à l'intérieur des familles, ça me semblait, bizarre et donc je me disais: «Mais c'est nous qui sommes bizarres». Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est vachement bien et je trouvais les autres relations parfois violentes, parfois, voilà, et je ne comprenais pas. Pour moi, une promesse n'était une promesse que si elle pouvait concerner tout le monde. Mhm. Après, je voulais bien que quelqu'un choisisse de ne pas répondre à cette promesse ou à cet appel ou pour des tas de raisons, bonnes ou mauvaises d'ailleurs. Mais en fait, la promesse, elle ne pouvait pas concerner que moi. Et donc, Mhm. pour moi, ce qu'on m'avait donné, c'est ce qu'on devait à tout enfant. Et Mhm. aujourd'hui, c'est encore ce que je crois. Ouais. J'ai énormément de mal parfois et je peux être très dure avec certains enseignants, pour être tout à fait honnête, en leur disant: «Mais en refusant d'être exigeant avec vos élèves, en refusant de les élever, de les tirer vers le haut, en fait, c'est du mépris. En fait, vous les abandonnez à des choses qui leur permettront pas de s'épanouir et vos bons sentiments, en fait, ne servent qu'à cacher votre lâcheté». Ouais. Hem voilà, j'en veux en fait, il y a quand même une rancœur et une rancœur qui est réelle parce que, moi j'ai cru en la promesse, j'étais très naïve, mais même le parti socialiste, j'y croyais à fond quand je suis rentrée et Mhm. j'ai cru à cette promesse républicaine et pour moi c'était une exigence politique. Ouais. Et après, j'ai vu des tas de gamins abandonnés et en France, par exemple, l'aide sociale à l'enfance est franchement pas terrible. Le suivi des gamins, qui ont des difficultés est franchement pas terrible. J'ai même vu, alors que vous voyez des familles toxiques, des théories qui disent ne jamais séparer, l'enfant de sa famille. Il y a des moments où vous dites: «Si, si, si, là, je peux vous promettre qu'il faut le faire». Ouais, ouais, bien sûr. Et voilà et c'est tout ça et moi, j'ai eu le sentiment à un moment donné que, si les autres n'avaient pas ma chance, alors j'avais le sentiment que c'était un peu, c'est pas vrai, hein, je me rends compte que c'est pas vrai. Mais, si les autres ne l'avaient pas, alors ma chance à moi qui ne reposait que sur, de la bonne volonté individuelle, elle ne pourrait durer. Tout ce Ouais. qui repose sur des gens, uniques, qui sont parfois en rupture, qui ont plus de courage, que l'ensemble, et ben, comme vous ne pouvez pas l'offrir aux autres, même votre situation, elle n'est pas sûre et elle est extrêmement fragile. Et même cette liberté qui vous a été donnée, si la liberté n'est pas assez partagée, on vous la reprendra. Mhm. Parce que, vous savez, c'est le truc qui dit, en fait, la liberté d'un ne compte pas. Einmal ist kein Mal en quand c'est trop particulier, ça ne féconde rien. C'est à peu près ça. Mhm. Donc on peut être très heureuse d'être, une femme libre dans un monde qui commence à l'être de moins en moins, mais ça veut dire que vous acceptez que votre fille ne le sera pas. Et pour moi, si on n'est que de passage,
la seule trace qu'on peut peut-être laisser, c'est celle qui permettra à la génération qui va nous suivre, soit de vivre mieux, soit d'avoir un corpus de sagesse dans laquelle elle pourra puiser le jour où elle décidera de se battre pour le bien. Mmh. Et donc, je suis prêt à perdre le combat de la République, de l'égalité, de la liberté, et cetera, pour en conserver l'idée, parce que je suis persuadée que tout comme aujourd'hui, on voit revenir un obscurantisme qui n'est pas de notre siècle, un jour on le combattra avec ces valeurs d'égalité, de liberté, de laïcité, qui sont aujourd'hui méprisées et moquées. Je suis persuadée que c'est un trésor de l'humanité et que l'humanité saura s'en resservir, même si nous, on a la bêtise de le laisser tomber. Donc, au moins, préserver le trésor. Et pour préserver le trésor, il faut parler de cette sagesse-là, Ouais, comme on peut, ouais. et Mais essayer d'appuyer sa vie à cette sagesse. Et donc, la deuxième chose qui fait que je suis très en accord avec moi-même, c'est que je mets en œuvre ce que je dis, y compris dans l'aide que je peux porter aux autres. Moi, j'ai toujours accueilli des gens chez moi. J'ai toujours accueilli des enfants dans mon jardin. Voilà, mes devoirs ne sont pas qu'envers ma famille, même si en priorité ils vont être là, mais toute personne à qui je peux tendre la main, que je peux aider, à qui je peux faire du bien, est quelqu'un qui aussi me nourrit et me construit. C'est pas, il y a pas le côté, genre Sainte Vierge, non, venez, non, la non, non. mais les autres me confortent, me réconfortent, me grandissent, me rassurent, et j'ai besoin de vivre de cette manière-là. Et après, quand vous vivez en accord avec vos principes et que vos paroles sont aussi en accord avec votre vie et vos principes, il y a un moment où vous êtes assez sereine, en fait. Mmh. Donc ça, c'est aussi une question de cheminement et d'âge, je dirais, parce que finalement, c'est vrai, ça c'est une question que je me posais en t'écoutant, mais finalement, d'où tires-tu ta force, c'est-à-dire ta colonne vertébrale, en fait, elle te vient de où finalement? Parce que je pense que tu as eu forcément des hauts et des bas, tu as eu des épreuves, au trait de la politique aussi, tu as dû quand même te remettre en question, tu as dû savoir un petit peu qui tu étais, ce que tu voulais encore accepter, pas accepter. Donc il y a des compromissions, puis à un moment donné, il y a une fidélité à soi. Enfin, tout ça, c'est un peu comme des vagues. Je veux dire, il y a des va-et-vient, puis à un moment donné, on se, on essaye de trouver une colonne suffisamment forte pour se dire, ça, je peux passer les tempêtes, quelles qu'elles soient, parce que justement, je sais enfin qui je suis. Et qu'est-ce qui, chez toi, en fait, a formé cette colonne vertébrale et a fait la femme que tu es aujourd'hui? Alors d'abord, l'amour inconditionnel des parents, c'est ce qui permet de tomber 7 fois et de se relever 8. Ça, Mm. c'est une base. Sincèrement, c'est une base extrêmement, importante, en tout cas chez moi. Après, comme j'ai dit, on m'a laissé commettre des erreurs, on m'a même laissé aller loin dans l'erreur. D'abord parce que je suis une punaise à matelas. Non, c'est vrai, je suis super pénible et surtout je suis entêtée, mais à un point, à tel point que maintenant, bon, les gens qui me connaissent, ils me laissent prendre le mur et puis, ils me dit: «Bah, quand on aura recraché une dent, reviens et puis on te réparera et on te montrera comment tu peux le contourner». Mais ils attendent que je me prenne le mur parce qu'ils ont compris que là, j'étais pas en état de de le contourner. Donc voilà, j'ai quand même un côté aussi très résistant, et très agressif également, hein. Une punaise à matelas, c'est pas un truc très, très sympa. Mais pas que, hein, j'ai mes bons côtés. Et après, je me suis beaucoup trahie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au départ, comme tout le monde, quand vous entrez en politique, c'est rarement par cynisme. Ça peut arriver, mais le tout venant, il va parce qu'il y croit, parce qu'il a envie de faire le bien, et cetera. Et puis, moi, je me suis retrouvée, assez rapidement, d'abord dans l'opposition au sein du Parti socialiste. J'étais popréniste. Donc c'est ce qu'on appelait la première gauche. La première gauche, elle était un brin réactionnaire sur les constats, questions de société. Alors quand je dis réactionnaire, c'est pas ça, c'est, par exemple, pour moi réactionnaire, c'est, autant, LGBT, pose pas de problème. Le trans en revanche, qui dit, «Dans ma tête, je me sens femme et comme je me sens femme dans ma tête, tout en restant un gold, je vais aller concourir, au saut en longueur chez les filles». Mm, Là, je ne supporte pas. Donc, mm, voilà, en ce sens-là, je suis pas progressiste, mais je veux pas dire, c'est des réactionnaires dans le sens, c'est des suppôts, du puritanisme. C'était pas ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'ils étaient, pour eux, par exemple, les Jack Lang, c'était un ovni.
Le socialisme, c'est avant tout, des questions économiques, sociales et on investit avant tout dans l'éducation. Donc le côté, la teuf, la coolitude, tout ça, la le sexe, drogue et rock'n'roll, c'était pas trop leur truc à cette première gauche. En ce sens-là, ils étaient un peu, je sais pas, voilà, pas hyper cool en tout cas. Mais, sur les questions économiques, très raides et voilà, et cette gauche-là me plaisait bien, mais, elle était très marginale quand même. Et puis un jour, je suis dans le Val d'Oise et je me dis: «Ouais, mais en fait, j'ai envie de faire carrière, j'ai envie d'être élue, j'ai envie d'agir», et puis là, on vous dit: «Bah oui, mais si tu veux être élu, bah voilà, faut aller dans la majorité. Si tu veux aller dans la majorité, faut tenir tel discours» et cetera et cetera. Et puis comme à l'époque, bah, finalement, j'avais plus d'ambition que de conviction. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée vers ce qui me semblait utile et allant vers ce qui me semblait utile, j'ai commencé à grimper les échelons parce que j'étais pas conne, voilà, que j'avais un petit peu nagé, et puis plus je constatais que ça marchait, bah, plus je faisais mon répète Jacko. Mais plus aussi je n'investissais absolument plus ni mon langage, ni ce que je lisais, au point que, j'ai réussi à être candidate pour le Parti socialiste, y compris sur des élections européennes, en n'ayant jamais lu le moindre programme. Parce que je savais très bien comment on construisait les programmes. J'allais pas, quand vous êtes de la boutique, comme on dit, vous allez pas faire semblant de croire ce que vous proposez aux oiseaux à l'extérieur. Hem donc voilà, je je dis pas que c'était forcément toujours agréable parce que vous avez quand même toujours, si vous avez été élevé dans une forme d'honnêteté, vous avez quand même un truc à l'arrière de votre crâne qui régulièrement vous met un coup de pied dans les Mmh. discutes en disant: «Ce que tu es en train de faire, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien», et là, vous prenez une batte de baseball et vous l'éclatez un bon coup et vous êtes tranquille, quelques mois. Et puis il va revenir de toute façon. Et en fait, plus ça va aller, plus c'est lancinant et plus après vous allez loin, dans les éléments de langage. Alors autant, sur les éléments de langage économiques, ça allait. Le seul problème, c'est qu'après la réalité de l'action du PS correspondait pas du tout au discours. Mais enfin bon là, au moins la théorie et le discours, je pouvais être à peu près en phase. Mais quand ça Ouais. commence effectivement, quand on commence à aller vers le clientélisme et surtout moi je suis au local. C'est-à-dire je ne suis pas, conseillère de ministre ou à la limite je peux dire: «Eh désolée, j'étais dans 3 ministères, j'en sortais pas, à part pour aller au FLOR, comment voulez-vous que je connaisse la réalité de la vie?» Non, non, moi j'y Mmh. étais. Donc et avant que je me rebelle, bah, j'ai utilisé le système ou en tout cas j'ai fermé les yeux. Et comme je suis pas bête, que si j'avais voulu voir ce qui était sous mon nez, je l'aurais vu. Donc même, à l'époque où je disais: «Ah oui, mais ça, je m'en étais pas rendu compte», c'est pas vrai, j'avais pas voulu aller voir parce que, autant rester ignorant de ce qui ne peut que déranger. Et Ouais. sauf que quand vous allez très, très loin de vos bases, un jour, bah, vous avez l'impression que vous allez vous dissoudre. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si Humainement. Ouais, c'est comme si vos frontières devenaient floues et puis surtout comme vous sacrifiez beaucoup de choses, par arrivisme pour avoir le poste, quand le poste il vous échappe ou quand, et puis les gens ils savent tout ce que vous avez Mmh. fait. Donc après tout ce qu'il va falloir céder va encore plus augmenter. C'est-à-dire qu'on va se dire: «Bah, attends, avec tout ce qu'elle a sacrifié, bah, elle peut bien sacrifier ça pour, sauf qu'il y a un moment où c'est tout votre système moral qui Ouais, c'est ça. va se regimber et moi ce qui va se passer, c'est qu'au local, les gens fantasment énormément, par exemple, sur le député qui aurait détourné de l'argent, qui aurait embauché un type et cetera. C'est peanuts. À la fin, c'est ridicule. En revanche, quand vous êtes à la tête, d'une communauté d'agglomération, quand vous êtes à la tête d'une grosse ville, vous avez des budgets qui peuvent se chiffrer en millions et en milliards. Si vous voulez, aider une entreprise, et alors il y a pas que de la corruption. Le pouvoir, c'est aussi de savoir aider des gens utiles et de mailler, tout son territoire. Donc, vous pouvez très bien être en lien avec une entreprise sans forcément, alors vous allez tordre le marché public, mais sans forcément que l'entreprise vous reverse, 10 000 000 derrière. Mais des fois, elle peut le faire aussi, hein, après tout. Mais, il y a un moment donné, je me rends compte quand même que, faute de contrôle suffisamment efficace de la part des préfectures, il y a aussi au-delà, des questions de clientélisme avec l'islamisme, vous avez aussi parfois des questions de corruption. Mmh. Et en fait,
je combattais l'islamisme à l'intérieur, au point que j'avais très souvent des gens qui venaient me voir à la fin de réunion me disant: «Tu as été courageuse, hein, tu sais. Bon, on n'a rien dit, tu comprends?» Jusqu'au jour où je dis: «Ah bah non, je comprends pas, donne-moi Ah la oui, oui. clé. Si tu penses que je suis courageuse et que tu te tais, tu es quoi?» Ouais. «Ah oui, c'est pour ta petite tranquillité personnelle». «Ah bah non, je comprends pas parce que tu vois là, ma tranquillité personnelle à moi, je viens de la mettre en cause». Je lui dis: «Je te demandais pas à la limite de dire que tu étais d'accord avec moi, mais quand le mec me traitait de sale le péniste et de fasciste, peut-être que tu aurais pu dire: "Je suis pas tout à fait d'accord avec madame Pina, mais néanmoins, je crois que la traiter de fasciste, c'est méchant". J'ai dit: «Rien que ça». C'est un peu excessif. Voilà, j'ai rien que ça, je rien que ça je prends, tu Oui, vois? oui, c'est vrai, oui, Empêche-moi oui. d'être, Mais d'être OK. c'est là qu'on voit les clivages. Mais en fait, Céline, évidemment, j'ai l'impression, bah, moi je t'ai un peu suivi depuis pas mal d'années aussi avant de faire cet échange-là et j'ai vu un peu ton évolution aussi et j'ai l'impression qu'il y a eu quelque part une question de prise de conscience aussi, pour être honnête par rapport à toi-même et pour être lucide. Au final, ce que j'ai envie de faire aussi maintenant, c'est de reprendre justement quelques passages qui me paraissent justement extrêmement éloquents, parce que ça, c'est le dernier bouquin quelque part que tu as écrit avec nous, avec d'autres, Cacher cet islamisme, voile et laïcité à l'épreuve de la cancel culture. Tu as écrit La trahison des progressistes. Et alors, il y a des passages qui, moi, m'ont interpellé. Je les ai relus pour notre rencontre ici, mais je pense qu'ils traduisent extrêmement bien ce dont on essaie effectivement de discuter maintenant et les prises de conscience qui sont les tiennes, les nôtres. Tu dis notamment ceci: ancien élu, j'ai passé plus de 25 ans au sein du Parti socialiste français. Si j'en suis venu à m'intéresser à l'islamisme, c'est d'abord à cause de cette phrase de Peggy: il faut toujours dire ce que l'on voit, surtout il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. Cette phrase m'a toujours intrigué parce me touchait et me fascinait alors que je la trouvais assez laide, mais d'une justesse qui la rendait incandescente. J'y revenais toujours, mais n'en m'inspirait jamais. C'est peut-être ça finalement aujourd'hui qui t'inspire le plus, cette colonne vertébrale, c'est celle-là. Oui, en fait, c'est affreux quand vous êtes ramené toujours à la même chose et que vous le repoussez éternellement. Hmm. Alors que si vous y êtes ramené tout le temps, c'est que c'est que ça dit quelque chose Il y a de des bonnes raisons. oui, en fait, ce que je voulais dire, c'est que j'ai connu la censure et l'autocensure et j'ai connu le désir d'autocensure. Ouais. J'ai connu le moment où on prend sa liberté parce qu'en fait, le problème, c'est que le jour où je réagis par rapport au salon de la femme musulmane qui va me propulser, en fait, dans l'actualité, ce jour-là, je ne pose pas une action, je pète un câble. Je suis folle de rage de ce que j'entends, des discours que j'entends sur la situation de la femme et tout d'un coup, je décide de tout envoyer péter et la Hmm. personne qui me tend un micro, je lui raconte le clientélisme, comment ça se passe, comment tout. Mais à ce moment-là, je ne calcule plus et et je me souviens toujours du moment où cette interview sort, où je la lis et où je me tourne vers mon mec et où je lui dis: «Bon, maintenant, je n'ai pas d'autre choix, je vais me faire virer, je vais perdre Ouais. mes mandats» et avec un sourire et je lui dis: «Et qu'est-ce que je me sens bien!» et la réconciliation avec soi-même, mais comme je vous dis, là, je passe à l'acte. Autrement dit, c'est un truc que vous ne maîtrisez pas, totalement et ensuite, aujourd'hui, j'agis. C'est-à-dire que je sais exactement pourquoi je le fais, comment je le fais. Il y a pas ce côté, il fallait que je déchire tout pour réussir à voir ce que je voyais. Parce Hmm. que tant que je restais dans le système, il fallait que je donne des gages et même quand j'en sors au début, j'ai au début, vous êtes heureux, vous êtes réconciliés, puis après vous vous rendez compte tout d'un coup vous êtes seul. Il y a plus Ouais. de collectif, il y a plus l'action en commun, il y a, j'aimais ça. J'aimais faire partie d'une équipe ou d'une bande, Hmm. aller savoir, mais bon, c'est quand même pas désagréable et donc tout d'un coup, vous vous retrouvez seul et vous avez envie qu'on vous reprenne. Vous savez, «Ouais, je suis désolée», puis vous vous rendez compte que si vous Ouais. faites ça, vous mourrez. C'est fini. Et qu'en plus, quand on a retrouvé la liberté de penser, la tête, elle est libre et donc elle va dans tous les sens. Elle s'intéresse à plein de choses. Vous respirez aussi intellectuellement et là, mais le désir d'autocensure, le truc qui fait que vous vous dites, ah, j'ai un petit souci, je sais pas ce qui se passe. Bon, je sais pas, ça te gêne pas, toi? Tu as pas un truc qui Non, 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 te ça fait marche très bien. bon, bah, très bien. Le désir, d'autocensure, à ce moment-là, je l'ai. Et c'est pour Bah ça que oui. oui et en fait, sauf que ce qui va me faire que je ne viendrai pas, c'est qu'on me dit très bien: «Ah, tu peux revenir, mais il faut aller à Canossa»
Il faut cracher et sur tout ce que tu as défendu et cetera. Mais c'est normal, et quelqu'un qui revient de cette manière-là, vous avez intérêt à ce qu'il repasse plus jamais la porte dans l'autre sens. Donc faut tout lui couper, les jarrets, et tout ce qui peut lui donner un peu de niaque. Donc et là, moi, je me dis: «Non, ça va pas être possible, je Ouais, préfère encore dormir dehors sous la pluie finalement, j'ai le cuir épais». Et puis c'est autre chose qui va se passer. Vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez oui, ouvrir c'est d'autres ça. portes, voilà, donc on y gagne à la fin. Mais il y a quand même, voilà, cette tentation de donner des gages en permanence et que j'ai toujours. C'est-à-dire que quand vous moi, j'ai passé 25 ans dans un parti. Donc même si j'en suis partie, même si aujourd'hui, je suis très au clair avec ce que je veux, avec quand j'ai quelqu'un issu de la gauche qui vient de me voir et qui me dit: «Traître», ma première réaction, c'est quand même je me prends un coup de poing dans le ventre. Après je me dis: «Ah allez, c'est pas grave, c'est normal, il défend son bout de gras, et comme on les leur a pas beaucoup appris à être très humains, bah, il le fait mal. Mais tu l'as eu aussi fait en ton temps, donc accorde-lui l'indulgence que d'autres t'ont probablement accordée. Mais à une époque, quand on me faisait ça, j'avais la tentation de donner un gage et en fait, Mmh. la personne qui me faisait ça le savait très bien et les gauchistes, pour Bah, ça, oui. c'est super fort. Mais le jour où vous êtes totalement libéré de tout ça, c'est le gauchiste qui se trouve devant vous comme devant une toile cirée. Il peut plus vous culpabiliser et en plus, vous trouvez les mots pour lui répondre et là, vous vous rendez compte qu'il est pas si fort que ça. Mais moi, il a fallu que j'attende 50 ans pour arrêter d'être terrorisée par les rappels à l'ordre, gauchistes. Ah oui, mais en plus, Céline, tu parles de ça, mais c'est vrai que je rebondis parce que moi, je te vois évidemment sur Facebook aussi. Et sur Facebook, évidemment, le moindre post, il est commenté des centaines, des milliers de fois avec des gens bienveillants, des gens moins bienveillants. Et chaque fois, en fait, tu dois essayer de répondre en restant toi-même, en restant bienveillante, Mais non, j'y arrive pas en toujours, étant hein. pas agressif. Non, mais en même temps, je trouve que tu arrives plutôt bien. Donc, je me dis à un moment donné, c'est vrai que quelle perte de temps, entre guillemets, quelle énergie aussi, les réseaux sociaux. Je veux dire, c'est chaque fois un individu qu'on ne connaît absolument pas, j'ai envie de dire ni David ni Adam, qui en fait réagit sur un post auquel il faut répondre, et puis un autre qui répond, et c'est de fil en fil. Et on peut y passer des heures finalement pour pratiquement pas grand-chose, hein. C'est-à-dire que, entre guillemets, qu'est-ce que ça rapporte au niveau de ce qu'on a envie de dire de manière beaucoup plus universelle pour le coup, c'est une goutte d'eau dans l'océan, quoi. C'est Oui. impressionnant l'énergie. Alors, en fait, l'énergie est très différente. Pour tout te dire, il y a des moments où je suis dans le train, où il est un peu tard, on est en fin de journée, j'ai eu une grosse journée, je suis crevée. J'arrive plus à lire un essai parce que ça demande quand même d'avoir, 3 neurones en état de fonctionner. Ouais. Et donc en fait, comme, sur mon Facebook, c'est à peu près toujours la même limonade, hein, je ne vais pas me creuser la nénette pour répondre. Les 3 quarts du temps, c'est une réponse que j'ai déjà fait 150 fois. Bah oui, tout à fait. Voilà. Donc je suis dans le train, je m'enquiquine, personne, avant on pouvait parler, mais pendant tout un temps, on était en quinconce, fallait pas, donc je m'emmerde pendant 2 heures et donc qu'est-ce que je fais? Donc là, je réponds à des trucs et puis après pendant 2 jours, je vais répondre à personne, donc c'est très aléatoire. Après moi, j'instrumentalise les réseaux, c'est-à-dire que je poste, mes articles, des extraits de mes interventions dans les émissions télé et cetera pour entretenir la forme de notoriété qui me permet de continuer à écrire des bouquins, voilà et à pouvoir vendre mes articles, tu sais? C'est Mmh. vraiment, une forme d'exercice de notabilité et parce que toi, tu le sais qu'en fait 3 des gens sont sur les réseaux sociaux, mais à croire que les gens qui nous gouvernent et ceux qui font tout le monde intello-médiatique, eux ne le savent pas, alors qu'ils ont de quoi avoir les chiffres et en fait, les journalistes suivent les réseaux. Mmh. Donc du coup, tu es obligé à un moment donné d'être sur Twitter, d'être sur Bah Facebook, oui, oui. voilà et après moi, je constate plus souvent les moments où je suis en dessous de moi-même, où je vais mettre une baffe gratuite et où je me dis: «Mais enfin, cette personne, elle a besoin d'exprimer son opinion. Toi, tu as du bol, tu écris un article, on te le publie, tu veux dire un truc, tu passes à la télé, tu peux le dire. Elle, elle a que là, Ah oui. tu l'as gonflée, elle a envie de te mettre une gifle, Mmh. elle a que là où elle peut le faire, tu veux qu'elle le fasse où sinon?
Et toi encore, au lieu de dire: «Allez, c'est pas grave, faut encore que tu ailles lui en remettre une» et donc je me dis: «Mais tu es pitoyable ma pauvre fille». Moi, hein, pas la dame. Ouais, Donc ouais. tu devrais être au-dessus de ça quand même, grandis un peu, nom de nom. Et en fait, c'est là où on voit que les réseaux sociaux, en fait, s'adressent directement à notre cerveau reptilien. Et même quand on croit qu'on a grandi et qu'on est au-dessus de ça, en fait, en appeler au service reptilien marche toujours. Ah oui, oui, c'est Il y a en vrai. nous un con qui ne demande qu'à se réveiller. Et bah, de Mais temps en c'est temps, mon con mais à c'est moi int se réveille. mais c'est intéressant aussi de voir en miroir justement où on en est par rapport à soi-même et la façon dont justement on réagit, aux réseaux sociaux, aux aux commentaires plus ou moins désagréables, négatifs, agressifs. Enfin, c'est intéressant, hein. C'est chaque fois effectivement ça fait écho en soi. Il y a une résonance. Donc on se dit est-ce que je suis tout à fait apaisé et sûr de moi ou est-ce qu'au contraire je réagis encore au quart de tour et je suis du coup agressif, irrité. Parce que les réseaux sociaux on est très aussi dans l'instantané, hein. Donc c'est vrai que parfois il faut prendre le temps parfois de réagir et parfois on prend pas le temps, on réagit à chaud justement. Mais moi, je trouve que, en fait, je me déçois souvent sur les réseaux sociaux plus que je ne me fais plaisir. Donc je trouve ça essentiel parce que ça permet, de garder, un petit peu de mesure. C'est-à-dire que, comme, moi j'ai toujours rêvé d'être publiée, de passer à la télé et cetera. Après quand vous le faites, vous remettez les choses à la juste place. Oui. Et je me dis: c'est bien aussi de temps en temps, de pas être c'est comme à la télé, dès que vous passez à la télé, on est super bien maquillé, on a 10 ans de moins. C'est bien aussi de temps en temps de voir sa vraie gueule dans un miroir. Voilà et ben, c'est pareil sur les réseaux. C'est bien de temps en temps, de pas oublier que derrière la fille bien Oui, peignée, qui tient un discours bien réfléchi, de temps en temps, il y a un petit animal, voilà, aussi éduqué puisse-t-on être, ben oui, autant on ben essaie de oui. s'élever, on retombe quand même régulièrement. Donc ça permet de moins juger les autres Mmh. ou en tout cas, surtout de pas les haïr. Moi, j'ai remarqué qu'après quand on s'estime trop ou qu'on n'accepte pas aussi ses mauvais, côtés, je sais pas pourquoi on a tendance à devenir plus dur vis-à-vis des autres. Ouais, Quelque part de porter un regard un peu indulgent sur soi, à la fois indulgent et lucide, permet de moins, détester ceux qui nous contrarient. Et moi, ce qui me fait, peur dans les réseaux, c'est cette violence qui, ouais. s'exprime sans frein. Et après, je triche. C'est-à-dire que je poste un truc et je fais, des fois géré par d'autres. Alors, j'ai pas de community manager parce que je suis qu'un être humain tout seul, mais j'ai mon compagnon qui, de temps en temps, reprend la main, simplement pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui mette un truc horrible, parce que vous avez des fois des gens, et vous êtes aussi responsable des horreurs que vous laissez sur votre film, même si bon, bah, des fois, quand c'est un truc qui date de 10 jours et que quelqu'un va mettre une horreur, vous êtes plus en train de le Bah surveiller, des oui. fois ça reste, hein, mais bon. Mais enfin quand même, surtout sur Twitter j'avais essayé de gérer mon Twitter et je me suis rendu compte que toute cette violence et toute cette agressivité, j'arrivais pas à faire barrière. C'est-à-dire, je croyais que je faisais barrière et à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, ça je sais pas, je la renvoyais cette violence. Donc Mmh. je sais aussi qu'avec les réseaux, de temps en temps, il faut couper. Mmh. Parce que sinon, on bascule dans un monde qui est virtuel, on bascule dans un monde hyper violent et on bascule dans un stress qui est Oui, immense. c'est vrai, Toute haine c'est qu'on vrai. reçoit, on veut la renvoyer. Oui, alors que fondamentalement, quelque part, on a envie d'être bienveillant et que c'est l'agressivité de l'autre qui nous renvoie à nos propres, à notre propre agressivité. Mais en fait, allez, j'ai envie de partager en fait entre nous un moment sympa que je trouve au moins la dédicace en fait. Je me souviens en fait parce que tu es quelqu'un de bienveillant foncièrement. Je veux dire que c'est quelqu'un voilà que j'apprécie foncièrement. Mais je me souviens de cette dame en fait qui est venue vers toi pour la signature et elle dit mais écoutez madame, je ne vous connais pas donc ne prenez pas beaucoup de temps avec moi, c'est pas important. Et tu lui as dit mais madame vous savez que au quotidien je dois lutter, c'est pas forcément évident et donc du coup quand j'ai quelqu'un qui vient vers moi et qui me demande une signature, pour moi c'est important. Et c'est ça en fait, c'est toute la rencontre en fait. Oui, pour moi quelqu'un qui vient et j'ai envie de la connaître aussi, et j'ai pas envie de lui faire une signature avec, qui soit pas nourrie au moins d'un petit échange, d'un petit moment de Mais discussion. oui, Et ça peut être
mais vous vous appelez comment? Et ou tout simplement pour dire aussi la vérité, c'est Ben que oui, le courage, ça se nourrit par le soutien et ouais, que la personne qui vient simplement avec le livre et qui l'a acheté, parce que ça l'intéresse, elle nous donne une force incroyable et moi j'ai envie de en fait, j'ai envie de dire aux gens: «Mais vous vous rendez pas compte du bien que vous nous faites, je peux pas ne pas vous le rendre ou au moins une miette, donc ben laissez-moi oui, faire en sorte que ben cette oui. dédicace, elle vous parle un peu. Elle soit un peu vraiment à vous». C'était un jour, mon fils, c'était tout mignon. On Je l'amenais à l'école, il était vraiment petit, il avait 3 4 ans et puis, et un jour je lui dis: «C'est mignon, tu dis toujours bonjour», et donc il saluait toutes les maîtresses, les ATSEM et cetera et je lui dis: «Mais, tu dis toujours leur prénom?» Et l'enfant, il lève les yeux, il me regarde, il me dit: «Ben oui, je veux qu'elle sache que c'est vraiment leur bonjour à elle». Et Ah oui, j'avais trouvé ça trop mignon. Et ben là, c'est ça. Je veux que la personne, elle sente que c'est sa dédicace à elle, ah pas oui, celle que j'aurais fait à une autre, même si elles vont se ressembler, mais que ce bien soit un sûr. moment entre nous. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est le côté évidemment extrêmement humain et on ne se rend pas compte de ce qu'on peut donner à travers quelque chose d'extrêmement simple. Mais l'autre, évidemment, sait très bien ce qui a été donné, reçu, et ça continue à le marquer après la rencontre, en fait, hein. Et donc, c'est un échange entre deux personnes qui peut nous nourrir très très longtemps et qui fait en sorte que le reste du quotidien soit vivable, soit agréable, et ce sont des souvenirs qui restent, en fait, hein. Mais c'est ça, moi C'est j'ai super besoin. important. Pour moi, le lien humain, et c'est un truc en fait, mais ça je l'avais déjà, c'était mon problème en politique. Je supportais pas, je sais pas si vous avez déjà discuté avec un politique, donc il est là, il Non. discute avec vous, puis tout d'un coup, il voit passer mieux, enfin plus important, plus Oui, bah, oui, oui. reconnu, plus et là, il vous plante, mais quand je vous dis: «Il vous plante», c'est il finit même pas sa phrase, il vous contourne et il se barre et quand vous l'avez vécu un certain nombre de fois, vous vous marrez. Bon, c'est pas grave, en même temps, c'est pas non plus votre meilleur pote, vous allez pas lui faire Ouais. un sketch, mais cette, je sais pas, cette non-éducation Mmh. fondamentale, ce côté, je lâche le jouet A pour le jouet B plus prestigieux et vous avez vraiment l'impression de c'est Pion. je n'ai jamais supporté. Mmh. C'est-à-dire que même quand je faisais de la politique, je ne supportais pas ça et pourtant je Bah, l'acceptais, oui. qu'on me le Ouais. fasse. Bah, Mais oui. moi, je le faisais pas aux autres et je préférais perdre une occasion de rencontrer quelqu'un, que je guettais, mais ne jamais humilier la personne qui était en face de moi parce Mmh. que pour moi, la personne en face, il y avait un petit lien et donc si je l'humiliais, je brisais quelque chose et ça, Mmh. c'était pas possible. Donc mais ça m'a marquée et je ne et aujourd'hui encore, hein, je vois des tas d'hommes et de femmes politiques, donc parce que là, pour le coup, il y a pas de différence, qui se comportent comme ça et quand ils se comportent comme ça, pour moi, je me dis: «OK, on verra dans 10 ans s'il a grandi». Bah, Parce que oui. pour moi, c'est aussi une des racines de ce qui fait qu'aujourd'hui, en France, on n'est plus en démocratie et on n'est plus en démocratie, c'est pas parce que, Macron serait un horrible bonhomme, c'est que Mmh. quand vous avez 70 d'un corps électoral qui ne se rend pas à une élection, je ne sais pas en quoi on est, mais je crois que c'est pas de la démocratie. Voilà et je me dis: «Est-ce que aussi ce côté, aussi peu élégant», enfin, c'est au-delà c'est pas inhumain parce qu'ils sont pas forcément inhumains, mais je je sais pas, je pense ça dit quand même quelque chose, d'une, incapacité à construire fondamentale et Mmh. donc d'une forme de prédation, de lien à l'autre qui est plus dans la prédation que vraiment dans le lien. Bah, oui, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a fondamentalement une différence entre servir et se servir. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où tu te dis, j'ai une sphère de pouvoir et qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'effectivement je la mets au service du bien commun ou au contraire, comme malheureusement c'est souvent le cas, l'ego étant ce qu'il est, en fait, le pouvoir, bah, il rend un petit peu fou, quoi. Je veux dire, on se sert du Mmh. pouvoir pour quelque part résoudre ses propres difficultés, pour se réaliser soi, mais au détriment éventuellement d'autrui. Alors en fait, si tu veux, ce que j'ai remarqué, c'est que l'opposition, elle peut pas être totale, servir et se servir. C'est-à-dire que, en fait, celui qui sert, a besoin de se servir aussi. C'est-à-dire qu'il faut que le service soit gratifiant, que le Mmh. service donne quelque chose aussi à celui qui l'exerce. Donc on Oui. peut pas faire une rupture
aussi forte parce que Mmh. là, pour le coup, il faudrait que tous nos hommes politiques soient des dieux, enfin, je veux dire des êtres Mmh. tellement supérieurs que, qui seraient plus humains et ça ne collerait pas. En revanche, c'est avoir toujours une autre idée des exigences de sa fonction, tout en sachant s'accorder quelques gratifications pour tenir parce que Oui, bien sûr. toujours dans le D'accord. service, ça Ouais. peut et que l'austérité peut donner une certaine violence. C'est-à-dire si vous n'êtes que dans la contrainte Mmh. à votre propre égard, vous aurez tendance à n'être que dans la contrainte à l'égard d'autrui. Ouais. Donc, il y a pour moi, c'est les devoirs de la charge et de la fonction qui sont essentiels et être très au clair sur ce qu'on est censé incarner, sur ce qu'on est censé faire et là-dessus, malheureusement, chez nos politiques actuelles, peut-être, j'ai le sentiment et là, pour le coup, ils sont sincères, qu'ils ne savent pas quel est leur rôle. Et par exemple, moi, je me retrouve des fois à, expliquer ou moi ou certains intellectuels, je trouve que c'était, monsieur Manant a dit un truc très, très fort il y a pas très, très longtemps. Vous savez, on nous présente en fait la nécessité de l'accueil des migrants en disant: c'est une question d'humanité» et c'est vrai et lui va répondre à cette question en disant: «C'est tout à fait vrai. L'humanité nous enjoint, d'accueillir celui qui souffre, mais elle ne nous enjoint pas d'en faire, un citoyen à notre égal». Parce que peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui avant que de rentrer dans la communauté des citoyens qu'il faut déjà avoir franchi et je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire que l'homme politique est celui qui est censé faire des distinctions. Et à chaque fois, essayer non pas de répondre à la demande, mais de faire émerger le besoin et de répondre aux besoins. Et aussi d'incarner, ce que sont les contours de notre pays et ce sont pas des contours physiques, ce sont des contours imaginaires. Pour moi, le contour de la France, c'est, liberté, égalité, fraternité, laïcité qui Mmh. sont très, très forts. D'autres pays ont la laïcité, enfin se construisent moins sur cette base-là. Et derrière tout ça se décline et en fait ces solidarités, le lien par les principes se traduit en solidarité effective que sont la sécurité sociale. Et ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'en fait dans plein de pays, il y a pas de sécurité sociale. Pas parce que c'est des gros débiles qui n'ont pas su s'organiser, c'est pas vrai. Ils pourraient le faire très, très bien. Mais parce qu'ils ont une vision de leur lien qui est différent et nous, on est très égalitaires, donc on estime que cette fraternité, elle nous lie au-delà de plein de choses, au-delà des même au-delà des générations et sauf que le jour, où on explique que finalement, en fonction de nos couleurs de peau, en fonction de notre statut social, on va pas avoir les mêmes droits, pas les mêmes aides, et cetera. Ce jour-là, vous n'êtes plus lié à l'autre. Et donc ce jour-là, pour vous protéger, vous allez prendre une assurance personnelle qui va vous couvrir vous et votre famille. Et vous allez rompre le lien entre les générations, vous allez rompre le lien entre les statuts et les classes sociales. Vous allez tout rompre. Et les 3 quarts du temps, ce sont des sociétés qui sont en train de diverger, on pourrait dire des sociétés à la brésilienne. C'est-à-dire que ce qui caractérisait finalement notre, sphère européenne, c'est la présence d'une grosse classe moyenne. Aujourd'hui, on voit bien que cette classe moyenne est en train de disparaître et qu'on repart vers d'un côté des très riches et de l'autre des gens plutôt pauvres et au milieu, du vide Mmh. et des inégalités qui se creusent. Et je crois que ça, c'est l'échec le plus profond. Et souvent on atteint cet échec-là, justement parce que ces hommes politiques ont complètement oublié, eux, ils sont plutôt, au bout du tunnel, donc ils vont dire: «Mince, comment est-ce que je fais pour préserver les retraites? Je vais jouer plutôt sur le taux de cotisation, sur la durée et cetera». Et vous avez envie de leur taper dans le dos et de dire: «Vous savez les gars, si ça continue bientôt, c'est même pas vous qui allez faire péter le système de retraite, c'est les Français qui vont partir sur des logiques assurantielles tout seuls parce qu'ils auront l'impression que leur voisin n'est plus leur compatriote Ouais. et qu'ils ne partagent plus, ils sont peut-être sur le même pays, mais sur des logiques et des cultures tellement différentes qu'ils ne partagent plus vraiment le même espace mental. Mmh. Physiquement oui, mais alors mentalement, c'est terminé et en fait, le monde commun, c'est cet espace mental partagé qui fait que l'autre, même si vous ne le connaissez pas, vous lui devez quelque chose et il vous doit quelque chose et c'est ce qu'on est en train de laisser s'éteindre. Mais ce que je me dis aussi souvent, Céline, c'est que quelque part, évidemment, il y a un tel gouffre quelque part entre ce qu'on appelle le peuple et les élites, c'est-à-dire le pouvoir, qui
qui fait évidemment que c'est lié au fait on fait confiance à l'autorité spontanément, et moins on sait et plus on fait confiance, et moins on est ignorant et plus on commence à se poser des questions, et moins justement on est simplement passif, et plus on devient critique par rapport au pouvoir. On voit très bien, bon c'est vrai en Belgique en particulier, mais les on manifeste très peu en Belgique, je veux dire. Il peut y avoir des crises extrêmement graves, mais finalement, le peuple belge, il reste extrêmement soumis. Donc, on se dit, c'est incroyable comment on continue en fait à être quelque part des larbins du pouvoir, quoi. Et il faut une prise de conscience et une réflexion, une relecture de l'histoire. Et puis, il faut prendre le temps de se documenter, de lire. Pour comprendre évidemment la montée de l'islamisme, pour comprendre pourquoi est-ce que les partis de gauche sont absolument vassalisés, pourquoi est-ce qu'ils sont effectivement euh, conduits par l'islamisme. Enfin, la prise de conscience, elle est extrêmement lente. Moi, je vois bien ça aussi par rapport à mes collègues avocats. Quand moi je parle d'islamisme, souvent on me prend pour un doudin, quoi. J'ai l'impression que même si on est intelligent quelque part, si on ne prend pas le temps de réfléchir, les journaux mainstream finalement ne te donnent pas l'information que tu devrais avoir pour avoir une idée critique d'une situation pourtant extrêmement, pour le coup, critique. Il y a un décalage important en fait, et ça me surprend Mais toujours. c'est un truc qui est, en fait, quand les gens ont le sentiment qu'ils n'ont pas d'armes pour lutter, parce qu'ils voient pas très bien ce qu'ils pourraient faire, ils Hmm. préfèrent se dire qu'en fait, ils doivent se tromper, que c'est pas grave, que ça se Ben résout oui. d'une autre manière, qu'il va bien se passer un miracle. Et en fait, c'est assez horrible. Ça me rappelle un truc, c'est un jour, mais c'était il y a quand même 4 ans de ça. Enfin, la France n'était pas dans l'état, on était juste après Charlie. Et j'ai une copine qui me dit, qui est juive et qui me dit qu'elle pense faire son alia. Donc partir en Israël. Puis je la regarde, je lui dis: «Écoute, c'est vrai que la France en ce moment, c'est pas super, mais enfin», je lui dis: «Quand même, en Israël, ils se prennent des roquettes sur la gueule et tout, enfin voilà, le danger, même la disparition du pays, tous les mecs autour veulent les faire disparaître». Je lui dis: «Je comprends pas comment tu peux aller dans une région à ce point-là dangereuse et expliquer que tu vas rechercher la sécurité». Et elle me regarde, elle me dit: «C'est vrai, c'est pas faux». Mais elle me dit: «Tu vois, si je vais en Israël, je saurai que mon gouvernement est à mes côtés». Et là, en fait, elle me scotche. C'est-à-dire que, j'ai une grande gueule, donc pour me faire taire, c'est assez compliqué. Et là, Mhm. je dis: «Ah bah oui, et effectivement, je l'avais pas vu comme ça, mais vu comme ça, j'ai plus rien à dire». Et je me rends compte que moi, dans ma tête, non seulement mon gouvernement n'est pas à mes côtés, depuis, Charlie, tout ça, et encore pire avec Mila, j'allais dire là, Mhm. pour le coup, abandonner une gosse, ça, c'est impardonnable. Ouais. Je me rends compte que non seulement mon gouvernement n'est pas à mes côtés, mais quand j'écoute ceux qui n'ont pas le pouvoir, je me dis: «Bah, eux encore moins». Donc je me tourne vers qui? Je suis juste un individu tout seul. Honnêtement, moi, la tentation que j'ai eue, ça a été de me dire: «Putain, tu lâches ces sujets, et tu vas écrire, sur la littérature du 19e que tu adores, et tu refais la énième biographie ou la énième critique des bouquins de Stendhal, ou tu fais, tiens, une biographie, de Mathilde Lamolle, en tant qu'héroïne, romanesque, j'en sais rien, enfin voilà, fais autre chose». Et je sais pas pourquoi d'ailleurs je fais pas autre chose, parce que cette tentation de Venise, elle est toujours là. C'est-à-dire que c'est un combat qui est lourd, en plus dans lequel on se sent seul, et sur qui on ne sait pas à qui envoyer la balle pour pouvoir avoir un véritable échange. Donc il faut être d'un grand courage ou d'une grande inconscience, hein. On fera notre examen de conscience tous les 2, mais pour se dire: «Bon, bah, tant pis, parce que ça me semble nécessaire, parce que pour Bah moi, oui. c'est l'avenir de mon pays, j'y vais quand même». Mhm. Et en disant, puis je vais essayer de le faire de la façon la plus apaisée possible, parce que vu l'ambiance hystérisante, je vais pas en rajouter encore une couche. Mais les 3/4 des gens dans ces cas-là, bah, ils préfèrent s'aveugler. C'est Mhm. Oedipe. Il y a une scène comme ça, je crois que c'est dans l'insoutenable légèreté de l'être, où, oui, où on vous dit, mais en fait, Oedipe face au réel n'a que le choix de se crever les yeux, parce que, s'il regarde en face tout ce qu'il a fait, ça va mal se passer.
Et voilà, donc en fait, on est avec des Oedipe. C'est-à-dire qu'avant qu'ils prennent la décision de dire: «Ah ouais, en fait, c'est peut-être de ma faute ou j'ai peut-être ma part» et Mmh. cetera. Pour l'instant, ils sont dans cette logique de: «Non, ça n'existe pas». Ouais. Et c'est parce que l'autruche met la tête dans le sable qu'elle finit par se faire bouffer le fondement. Mais tout le temps où elle a la tête dans le sable, elle a l'impression qu'elle a gagné de la tranquillité et du Mmh. temps. Mmh. Voilà, je ne peux que penser parfois que, quand vous vous sentez impuissant, vous avez tendance à préférer devenir aveugle. Ouais. Écoute, c'est vrai que je suis bien d'accord avec toi et c'est vrai qu'en même temps aussi, ce qui me paraît intéressant, je sais pas si tu le connais, en fait, c'est Krishnamurti, parce qu'on parle beaucoup de religion aussi, évidemment, en ce moment-ci, par rapport à l'islam en particulier, mais j'essaie toujours, en fait, quelque part d'avoir un esprit, hem, plus libre justement, c'est-à-dire, une connaissance de soi qui nous permet de transcender les religions. Et Krishnamurti, en fait, dit notamment ceci: «L'esprit religieux est radicalement différent de l'esprit de croyance à une religion. L'esprit religieux est psychologiquement affranchi de la culture de la société. Il est également affranchi de toute forme de croyance et n'a nul besoin ni de passer par l'expérience, ni de s'exprimer. Or l'homme, au fil de ses croyances, a créé au cours des siècles un concept auquel il a donné le nom de Dieu. La croyance en ce concept de Dieu lui est devenue nécessaire face à ce constat que la vie est faite de souffrances, d'une infinité de luttes, de conflits, de tourments, avec une étincelle occasionnelle de lumière, de beauté et de joie.» Est-ce que finalement, c'est pas ça en fait qui fait entre guillemets en sorte qu'il y ait tellement de conflits entre les croyances, c'est que finalement on souffre et qu'au-delà de la souffrance, in fine, il y a effectivement la mort et on ne comprend évidemment pas pourquoi quelque part on est venu sur Terre. On est là sans comprendre et on s'en va sans comprendre pourquoi. Bah, c'est le tragique, c'est tout C'est le le tragique tragique. de la condition humaine et le Ouais, fait qu'effectivement, on va être confronté à notre propre perte, à travers la perte des gens qu'on aime. Moi, j'ai perdu il y a pas très longtemps ma grand-mère et ouais. j'ai vu à quel point ça avait pu me déstabiliser et déstabiliser la famille, et en plus, quand on est confronté à la perte ou à la mort, on est aussi confronté à nos propres limites. Parce qu'avant la mort, il y a cette forme de moi, ma grand-mère était très, très, très âgée. Donc ce sont des gens qui, petit à petit, perdent leur autonomie, et elle était d'une fierté, l'idée simplement qu'on lui mette une couche, même à 98 ans, la rendait dingue. Mmh. C'était, voilà, il y avait, tant qu'on est, un être humain, il y a des choses qu'on ne nous fait pas. Mmh. C'était profond chez elle, cette dignité, je trouvais ça, mais voilà, quand vous êtes confronté à ça, effectivement, moi, je suis pas croyante et j'ai souffert. J'aurais aimé pouvoir, croire qu'il y avait autre chose, que l'âme voyageait, que voilà, j'aspirais à cette consolation, j'aspirais à cet espoir. Et puis, j'aspirais aussi à acheter un signe et ma mère et ma tante m'ont raconté une histoire que moi j'ai transformée en signe et qui m'a beaucoup aidée à apaiser, le départ. Voilà, mais effectivement, dans ces moments-là, dans les moments de deuil, dans les moments de crise profonde, oui, vous aimeriez quelque chose, qui ait du sens. Bah oui. Après, moi, j'ai tendance à penser que quand je regarde, un certain nombre de vies humaines, j'ai tendance à penser qu'elles ont beaucoup de sens et on en voit dans les vies historiques. En fait, je suis amenée à ça parce que, j'ai un fils qui est très lucide et comme tous les lucides, de temps en temps, il a tendance à être un chouïa pessimiste. Donc je Mmh. passe mon temps à chercher dans l'histoire les gens qui ont contredit, les données de base. Donc, alors ça, dans tous les sens, hein, mais ça peut aller de Napoléon, en passant par De Gaulle, par Marie Curie, mais en passant aussi par Christine de Pisan, par, peu importe, je vais chercher n'importe qui, n'importe quoi et je lui dis: «Tu vois? OK, tu es Mmh. lucide, bah, moi je te dis ce mec-là, il aurait jamais dû faire ça, puisque Mmh. tu es lucide».
suicide, regarde, c'est un alcoolo, lui, c'est et puis en lui montrant aussi que des gens avec des failles énormes, Ouais, ont fait de fort belles choses et je ouais. leur dis, bah, en fait et puis ceux-là en plus, ce qu'ils ont fait, a rayonné et je leur dis: «Peut-être et pourtant, tu vois, nous on les regarde, on dit: "Ah bah, voilà une vie qui a du sens"». Je lui dis, «On connaît leur crise morale et leur crise violente». Je lui dis: «Tu vois le même type qui, en 39-45, tu tu Hitler qui défile, enfin, tu te dis: "C'est mort les gars, voilà, c'est foutu". Là, il se dresse, il dit: «Voilà, pas du tout, moi avec ma bite et mon couteau, je vais remonter tout ça» et il le fait. Je lui dis là, et je lui dis: «Mais à côté de ça, tu vas avoir des gens qui à qui on a l'impression qu'on a donné toutes les grâces et toutes les beautés et qui ne vont pas s'en sortir». Donc je lui dis: «Voilà, le et ces vies qui ont un sens», je lui dis: «Cet homme-là, en revanche, en 68 où là tu rigoles en disant: "Attends, ça va, la révolution, c'est pas enfin tu risques pas grand-chose"». Et ben là, il pète un câble, il se barre à Baden-Baden, il rentre, il est encore dépressif et il finit par abandonner le pouvoir en 69 parce qu'en fait, il se remet pas de ce moment et je lui dis le même, hein, le même qui a résisté face à des Hitler, face à des Staline. Enfin là, je lui dis: «Là, tu avais du lourd». Là, il y a Daniel Cohn-Bendit le fait sauter comme un chapeau de champagne alors qu'en face, tu as rien. Il se passe un truc, oui, mais je veux dire, c'est pas aussi lourd, et dramatique. Donc je lui dis: «Tu vois le même». Je lui dis: «C'est compliqué parce que nous, on trouve que sa vie a un sens, Ouais, jusqu'au bout». ouais. Juste que d'ailleurs à cet abandon de pouvoir, nous, on va lire un storytelling. Apparemment, lui, il l'a pas lu comme ça, alors que c'était un homme exceptionnel. Donc je lui dis: «Peut-être qu'on est aussi, trop dur sur nos parcours, hem, que peut-être que nos attentes, et en fait, ce que j'expliquais à mon fils, je lui disais: «Tu vois, en fait, le matériel peut pas te nourrir et notamment sur la fin de la vie pour savoir ce qui a un sens et cetera, il faudra que tu ailles vers le spirituel». Et Mmh. je le et je lui dis: «Chez certains, ça va peut-être être une réexploration du thème du religieux». Mais je lui dis: «Tu le réexploreras pas par le fanatisme, tu le réexploreras par autre chose». Et à côté de ça, alors ça, c'est des parcours que je trouve intéressants et puis il y a des parcours qui se, trahissent dans la dernière ligne droite. Je pense par exemple à Julien Benda qui écrit, La trahison des clercs et qui va à l'âge de 80 ans sombrer dans le communisme et plutôt stalinien d'ailleurs à l'époque, alors qu'il aurait réussi à s'en défendre, pendant toutes les années, 20, 30, 40 qui sont des époques d'hyper-idéologie. C'est quand même curieux Ouais. ces parcours d'hommes et donc ce que je voulais dire à mon fils, c'était de lui dire: «Tu sais, accorde-toi, accorde-toi énormément d'indulgence et peut-être qu'on est les moins à même de comprendre nos parcours. Bah oui. On les vit». Bah oui. Mais je dirais, puis on peut entraîner par là, mais je pense qu'il faut avoir toute une vie pour comprendre la vie, en fait. Et il y a un livre que j'aime beaucoup, en fait, Céline, et je vais te dédier les quelques mots de la quatrième de couverture parce qu'ils te vont, je trouve, extrêmement bien. C'est un livre, en fait, d'Annick Cogent qui s'intitule Je ne serais pas arrivé là si. Et si quoi, justement, je ne serais pas arrivé là si, quelques mots anodins, mais une question vertigineuse, qu'est-ce qui m'a fait défaite, bouleversée et sculptée? Quel hasard, rencontre, accident, lecture, don, peut-être quelle révolte ont aiguillé ma vie? Quelle joie m'a donné des ailes, ou bien quel drame? Ai-je poursuivi un rêve? Mes parents m'ont-ils insufflé la volonté d'avancer? Oui. Comment se construit une vie? Et donc, je pense qu'on essaye un petit peu de voir comment ta vie s'était construite. Et donc, je te remercie en fait pour cet échange. Ben, merci à toi et c'était très agréable parce que dans un échange peut-être que tu l'as pas ressenti, mais tu verras, dans tout ce que j'écris, c'est toujours assez objectif. J'ai toujours du mal à parler de moi, sauf dans de très rares écrits parce qu'il faut, parler de moi tout seul, pour moi, n'a aucun sens et parler de moi avec quelqu'un, il faut que, je me sente en confiance et je suis un animal politique, donc paranoïaque Ah à la oui? base, forcément. Donc merci parce que, en fait, là, j'étais très en confiance, c'était, très pour moi, très doux et je t'ai dit beaucoup de choses. Je pense Oui, même des c'est choses vrai. ni dites ni écrites, C'est ouais. ouais. Merci Céline. Mais c'est vrai que je pense que tu as raison de le dire en fait, c'est que c'est très compliqué de d'oser se dire parce que quelque part on est
une femme politique pour toi. Moi, je suis un avocat et donc quelque part, on a un rôle quelque part on a un rôle, on a une fonction et du coup, lâcher ce rôle-là pour être simplement soi, quand on est régulièrement attaqué, c'est compliqué. C'est Donc, très euh, merci pour cet exercice. Bah, merci à toi et puis à très vite, hein. Oui, merci, à bientôt.